Rien n'est jamais gagné, parce qu'on se voit très vite lancé sur son projet. Tout se passe relativement bien, même quand c'est dur, parce que là c'était vraiment très difficile depuis le premier jour. J'ai pris une tempête le premier jour. Tu surmontes la première tempête, tu te dis bah c'est bon, je peux survivre à toutes les tempêtes. Tu fais tes premiers 100 km, tu dis je peux faire des milliers de kilomètres. Tu peux le faire, mais n'oublie pas que t'es pas le seul à décider et que t'es pas immortel. Tu peux tomber, tu peux casser du matériel, en particulier dans les environnements extrêmes, il faut vraiment rester concentré du premier au dernier jour. C'est un truc que pourtant j'ai appris en alpinisme et en montagne. C'est pas fini tant que t'es pas de retour à la maison. Même pas à la voiture, à la maison. Bonjour et bienvenue sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne B et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Mike Collin est un de ces aventuriers inconnus du grand public. À côté de son métier dans la gendarmerie, Mike se ménage des temps off qui sortent clairement des sentiers battus. C'est l'aventurier Jonathan Labarre que vous avez entendu dans l'épisode 93 qui avait attiré mon attention sur Mike et il a vraiment très bien fait. Merci à toi Jonathan. Mike a une personnalité extra, une plume superbe pour raconter ses aventures et un œil émerveillé pour capturer la beauté de l'instant présent en photo. Bref, Mike et ses aventures sont une très belle découverte que je suis heureuse de partager à mon tour avec vos oreilles. Des immensités sauvages de Scandinavie aux chaînes himalayennes, on va vous parler de transmission, de résilience, de lumière intense et d'oser vivre sa vie dans un récit aussi décoiffant qu'intime. Pour cette conversation, imaginez-vous dans une cabane de trappeurs au coin du feu à la tombée du jour, ce sera l'ambiance parfaite. Aventure et engagement vont de pair. Mes sponsors ne sont pas juste là pour afficher leur nom, ils partagent ma vision. 2 mots 2 et on y va. Le credo de mon partenaire AS Adventure me parle beaucoup. L'aventure n'est ni une destination ni une question de difficulté, mais un état d'esprit. Et c'est cet esprit qui anime leurs équipes de passionnés vraiment sympas, toujours prêts à vous conseiller en magasin ou sur asadventure.com pour vous aider à concrétiser votre aventure. AS Adventure, adventure is everywhere. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans ma banque, on peut encore avoir un vrai interlocuteur en ligne qui vous connaît et qui est toujours prêt à vous écouter. Dingue, non ? Chez CPH, il s'intéresse réellement à mes projets. En plus, CPH est une banque coopérative qui soutient exclusivement l'économie locale. Et savoir que mon épargne aide l'économie de ma région, c'est important pour moi. CPH, de loin la banque la plus proche. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler avec Michael Mike Collin, gendarme de profession et apprenti aventurier par passion. Trail, escalade, alpinisme, rando, VTT, ski de fond, fitness et même saut en parachute, Mike aime toucher à tout sans se mettre aucune limite. Bonjour Mike. Salut NB. Tu as grandi dans le massif des Vosges, où tu es d'ailleurs en ce jour. Oui, c'est ça. Et tu as passé toute ton enfance les yeux rivés sur des écrans, si j'ai bien compris. Sur des écrans et puis pas mal sur des bouquins quand même, parce que le gros de mon adolescence et de mon enfance, j'ai quand même pas mal dévoré tout ce qui était aventure de Tintin, notamment, mais pas que. Et c'était pour moi une grande source d'inspiration pour ce qui allait suivre. Je voulais juste te taquiner parce qu'en fait, t'as une enfance super outdoor. Bien sûr, t'as eu des écrans comme tous les enfants, mais C'est ça. t'as surtout c'est ça. passé ton temps dehors, donc Ouais, je voilà. m'attendais à ce que Donc, tu fasses une tête. Oh là, elle a pas préparé son épisode, la fille. Mais non, t'as été tout gentil en train de non, mais il n'y a aucun continuer. souci. J'ai eu ma dose d'écran, j'ai eu ma dose de bouquins et j'ai eu ma bonne dose d'extérieur. Bon, pas des grands extérieurs, c'était les abords de la maison, mais Oh, mais quand on est dans les c'était Vosges, ça va quoi. ouais, c'est quand même un massif forestier avec un petit peu de dénivelé. Et Mm. puis c'est des coins qui me ramènent toujours, hein, donc j'ai beau avoir vu les plus belles montagnes du monde, bah, les plus belles, ça reste les Vosges. Mais oui, on n'est jamais aussi bien que près de chez soi. Mm. Donc tu es gendarme et aventurier. Comment tu parviens à concilier ces deux vies qui te demandent quand même discipline et engagement ? C'est pas évident, mais j'ai la chance d'avoir pas mal de semaines de vacances sur mon temps de travail.
et l'un n'empiète pas sur l'autre. J'ai toujours séparé pour le moment les deux parts de l'équation. Donc je suis gendarme à temps plein, hein, donc ça y a pas de souci. Je travaille en unité d'intervention depuis là maintenant ça fait 18 ans, un peu plus de 18 ans que je suis gendarme. J'ai des horaires, on va dire comme tout le monde, enfin en tout cas tout le monde comme tous les gendarmes de France, très aléatoires forcément. Et à côté de ça, sur mes semaines de vacances, mes jours de repos, je profite autant que faire se peut de l'outdoor et de plus en plus d'assez grosses aventures. Mais oui, carrément. Alors, t'es d'un tempérament assez passionné. Tu dis, il y a une part d'entraînement nécessaire à mes projets. Cela me met en action et me permet aussi d'apprendre sur mes propres capacités physiques et mentales. Alors ça me parle. Ça, cette découverte des limites physiques et mentales. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui t'avait fait écrire cela? Oui, alors effectivement, je t'ai écrit ça dans le petit résumé que j'avais préparé avant Mais l'interview. oui, c'est le rêve. C'est le premier invité qui me fait un Et résumé de tout son CV. C'était le pied total. En plus, il écrit bien. Parfait, hein. Je merci. m'en souhaite plein comme toi. Et effectivement, j'écris pas ça pour rien, puisque comme tu l'avais évoqué au début, je pratique ou plutôt les sports depuis un certain bout de temps, de manière très assidue. Je vais pas dire maladive parce que je suis pas encore bigorexique, mais on en est quand même pas très très loin. La frontière est ténue. Et surtout, je me donne pas de limite au niveau des sports. Donc ça a été de la course à pied, notamment le trail, jusqu'à de l'ultra longue distance. Ça a été de la randonnée pour ensuite partir en trek. Ça a été de l'escalade, puis de l'alpinisme pour finir en Himalaya, et ainsi de suite. Donc Et maintenant, c'est les poids, c'est pour soulever des montagnes? ça aurait pu. C'est vrai qu'en ce moment, c'est ma nouvelle vie, c'est ce qu'on appelle le powerlifting ou la force athlétique en français. Donc c'est effectivement, c'est soulever de plus en plus lourd sur 3 mouvements bien distincts. C'est un autre sport, c'est complètement indoor et pas du tout outdoor, ou Ouais, très j'allais très dire peu. là par contre, oui, tu me ruines le truc, mais bon, c'est pas grave. Mais Tu par soulèves contre, combien? oula, là sur les 3 agrès différents, donc c'est pour les connaisseurs, c'est le squat, donc les génuflexions avec une barre Mhm. sur le dos. Sur la dernière compétition le week-end dernier, c'était 217,5 kg, développé couché 150 kg et soulevé de terre 242,5 kg. Ça, c'est ce qui a été fait officiellement le week-end Mhm. dernier. C'est un sport comme un autre, simplement c'est quelque chose dans lequel j'avais envie de me lancer, par défi principalement, parce que finalement tout ce qui était fitness, j'en ai toujours fait, c'est un peu nécessaire à mon métier, et c'est beaucoup nécessaire quand tu vas pratiquer des voyages un petit peu engagés, que ce soit en trek pour moi ou en alpinisme, escalade ou des choses comme ça. Tu as besoin d'une certaine condition physique, et moi je trouve du plaisir dans le sport. Donc c'est pas une contrainte pour moi d'aller dans une salle et faire des renforcements musculaires. C'est pas une contrainte d'aller courir. Je kiffe ça tout autant l'un que l'autre. Sauf que la partie renforcement musculaire, j'ai voulu la pousser cette année avec le curseur vraiment le plus loin possible. Malgré mes 38 ans qui approchent, je me suis dit que j'avais un beau potentiel à exploiter là-dedans et j'essaye. Je me donne toutes les cartes pour le faire. Donc c'est Clairement. plutôt pas mal. Alors, je vais toujours te dire, les gens en dessous de 40 ans qui disent, oui, mais enfin, même si je suis vieux, je ne peux pas les blairer, hein, parce que moi, je suis au-dessus, hein. Donc, on se calme. Puis comme on dit, on commence uniquement à vieillir le jour où les regrets prennent la place des rêves. Je crois que c'est Ouais. un monsieur qui s'appelait Sénèque, mais pas très connu, qui avait écrit quelque chose comme ça. C'est quoi? Sénèque. Quelqu'un qui Excellent. passait beaucoup de temps à penser. Ouais, ouais, donc il a dû avoir des regrets de ne pas avoir été faire l'Himalaya, ça c'est clair. Non, j'adore les anciens philosophes. Je trouve que tout reste tellement vrai. Bah, regarde, je te parlais de la fable de Oui, La Fontaine, là, sur le loup et le chien, ça reste tellement vrai. Enfin, oui, ouais, on complètement. n'a rien inventé. C'est ça que parfois on me dit, tu regardes pas l'actu, j'y ai pas besoin, il y a l'éternel humain. C'est ça. Lis les philosophes grecs, t'auras pigé ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, hein. On, on renouvelle la forme, mais le fond reste le même. Exactement, exactement. Et donc, ces limites physiques et mentales, qu'est-ce que tu vas chercher en allant les frôler, les caresser ou leur rentrer dedans? Alors je vais pas jusqu'à leur rentrer dedans, parce que là je vais paraphraser un grimpeur suisse très connu, Erard Loretan, qui malheureusement est mort, qui disait: je ne cherche pas mes limites parce que le jour où je les trouverai, c'est probablement que je serai mort. Donc chercher ses limites, on confond souvent progresser vers sa limite et chercher sa limite. La limite, c'est un fil qui est très très ténu, et je pense que tous tes invités qui ont connu des expériences un petit peu difficiles, que ce soit en matière par exemple de grimpe,
de navigation maritime, des choses comme ça. Le jour où ils ont été debout sur ce fil-là et qu'ils ont senti le vide se creuser, je pense qu'ils n'ont pas eu envie d'être là à ce moment-là. Donc je vais pas chercher ma limite, je cherche à établir le plus justement possible où elle pourrait se situer, que ce soit physiquement ou mentalement, et ensuite je fais des projections en adéquation avec ça. Donc je me dis que c'est faisable, parce que j'ai des éléments probants qui me laissent penser que ça peut être faisable. Je ne me mets pas de limite particulière, mais je suis rationnel. Donc je vais pas aller strictement chercher cette ultime limite, parce que le jour où j'y serai confronté, ce sera probablement accidentel, ça m'est déjà arrivé, et j'ai pas envie d'y être à ce moment-là. C'est pas quelque chose de beau et de glorifiant d'être sur cette limite. C'est quand t'es debout sur cette limite-là, faut revenir du bon côté. Parce que l'autre côté, c'est la fin. Exact. Et donc, tes limites mentales, comment est-ce que tu les testes? C'est quoi le moment où tu te dis, tiens, là, j'ai passé un cap dans le bon sens du terme, quoi, hein, parce que je pense qu'il y a aussi une limite qu'on peut repousser, c'est la limite qu'on se met à soi-même. Donc, c'est pas la vraie limite, entre guillemets, mais je pense que souvent, on se croit beaucoup plus limité qu'on ne l'est. C'est David Goggins que je viens de lire. Lui, c'est un percuté total. Moi, j'adore ça, moi. Ah, tu connais David Goggins? Tout à fait. Ah ouais, je m'en doutais. Je me dis, à mon avis, il le connaît. Il dit toujours, quand on croit qu'on Pas est à la limite, personnellement. on est... non, c'est compliqué. On n'est qu'à 40% de ce qu'on peut réellement réaliser. Et c'est vrai, quand tu vois tout ce qu'il a réalisé, tu te dis, ok, continuer ces ultras avec des micro-fractures déjà bien avancées, Ouais. ou vraiment avec des reins pisser le sang et continuer parce qu'il a décidé qu'il allait continuer. Voilà, point de vue santé, il s'est quand même mis un peu trop dans le dur. Là, il a pas quand même eu de la chance. Hein, il s'en est sorti à bon compte plusieurs fois. Mais c'est vrai que personne ne forçait ça, hein, mais du coup, il arrive à prouver qu'effectivement, même dans un sale état, on peut quand même continuer à faire des exploits incroyables. Donc, il ne faut pas nécessairement le faire, mais je veux dire, une fois que tu as lu ça, tu te dis... ouais, bon, ça va. Je te jure, parfois, je lis des livres comme ça quand j'ai un truc qui me fait un peu peur ou qu'un truc qui m'inquiète, et puis tu vois tout ça, tu dis, ouais, bon, ça va. Ouais. Après, là, c'est l'exemple Ah oui, c'est vivant, l'extrême. peut-être pas le plus extrême, mais l'un des plus extrêmes, c'est Ouais. sûr. Ouais. On arrivait à ce point-là, lui, on parlait du fil ténu, lui, il court dessus. Il Ah, court ouais, sur ce fil avec le vide d'un côté, et il a pas peur d'y aller, quoi. Donc, ceux Non, qui moi, ne je vais connaissent pas, pas, c'est un Navy SEAL. Donc, vraiment, les entraînements, c'est l'espèce de paracommando le plus extrême qu'on peut trouver aux States. Et donc, il est traduit en français maintenant, David Goggins. Je sais plus rien ne pourra me blesser. Je crois que c'est Can't Hurt Me en anglais. ouais, il me Et semble. donc, aux éditions Nimrod, voilà. Un passionné aussi toujours de choses, cet éditeur. Donc ouais, c'est un chouette livre, c'est intéressant. Et puis autant il peut être percuté, autant dans ses réflexions, tu dis ah ouais, bah ça c'est vraiment pas bête. Hein. Il faut vraiment avoir été Oui. aussi loin que lui ne l'a fait pour pouvoir dire ça avec autorité. Et franchement, ça tient la route, quoi. Il y a vraiment des chouettes choses dans ce livre. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. C'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu, alors on tendance à dire c'est l'argument d'autorité, mais c'est parce qu'il a expérimenté ça au travers de sa transformation physique, puisque pour faire un truc très synthétique, c'est un ancien obèse, obèse morbide, qui a réussi des tests de sélection parmi les plus durs au monde, et qui s'est ensuite lancé dans des challenges toujours plus dingues et toujours plus difficiles, et comme tu disais, à se pousser le corps aux limites médicales de ce qui est possible de faire. Parce qu'il s'est mis dans des états, là, je sais pas quel âge il a, 45 ans peut-être. Il a 50 ans maintenant. 50 ans, Ouais. il est Ça se physiquement, voit il est pas. détruit. Détruit de partout. Hein. Bah, il détruit encore les autres, c'est ça que je vois. Il s'entraîne avec des athlètes mais de continue. 25 ans, il les démolit, quoi. Donc il est détruit, mais d'un autre côté, il montre que même avec un genou niqué, avec un cœur il a une béance au cœur depuis toujours, avec de l'asthme, tout, il a tout, quoi. Il avait toutes les excuses du monde, quoi. No excuses, rien, non, il n'accepte rien de tout ça, c'est ça qui est... Ça. Mais voilà, faut pas aller aussi loin que lui, mais c'est une super belle leçon de lire une fois jusqu'où on peut aller. Donc quand un mec comme ça en tout cas te dit, il n'y a pas d'excuse, tu continues, c'est ça, et puis pour l'aspect quand mental, tu connais son passé, oui. Ouais. Pour l'aspect mental que tu évoquais, c'est ça. C'est le fait de te dire, par l'exemple de ce gars-là, par exemple, lui, aller dans ces extrêmes-là en étant, il a fini son ultramarathon en étant déglingué dans tous les sens, en scotchant ses pieds pour qu'ils tiennent ensemble. Pourquoi moi je pourrais pas, avec une petite ampoule au pied, finir ma course de 20 bornes aujourd'hui? C'est des petites choses auxquelles on peut éventuellement s'identifier, à condition qu'on ait la volonté de le faire aussi. Donc si on a envie de se pousser un petit peu,
Je pense que ça fait partie des sources d'inspiration, en tout cas au niveau mental. Parce que oui, effectivement, comme tu disais, au niveau physique, c'est peut-être pas la meilleure inspiration, hein, ne faites pas ça chez vous. Mais par contre, au niveau mental, oui, se dire, bah, effectivement, lui, il est en vrac ou il était obèse et il est devenu super fort dans je ne sais pas quel domaine. Eh ben, moi, j'ai aucune connaissance en espagnol. Si demain j'apprends l'espagnol, pourquoi j'y arriverai pas? Ouais. Et ce que j'adore aussi, et ça c'est vraiment ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est que, bon, c'est une bête physiquement, mais voilà, il est un des the fittest man in America, il avait été voilà, attitré comme ça, le mec le plus en forme des États-Unis. Bah, c'est vrai que c'est juste monstrueux. Mais il dit voilà, et si un jour tu sais plus courir, si je sais plus courir, je ferai des tractions, vu que lui aussi enfin, un record Ouais, de c'est traction ça. là, de dingo. Et puis si je sais plus en faire, bah, je vais reprendre des études, il y a plein de choses qui me passionnent. Et puis tu vois, et donc même si physiquement, enfin je veux dire, lui il a fait son fer de lance, son physique, mais c'est son mental surtout qu'il a toujours entraîné. Ouais, Et tout à fait, même ouais. si j'y arrive plus, je ferai autre chose, quoi. Et ça je trouve ça Il y une a- belle leçon, quoi, parce que c'est pas juste un gros bourrin qui Ouais, c'est qui ça. fonce et qui va à l'ultime des limites physiques. Il peut pivoter à tout moment. Et ça, c'est vraiment un mental. Moi, c'est ça qui me fait que je l'admire vraiment, quoi. Mhm. Ouais, pareil, parce que c'est plus sur cette partie-là que je pourrais m'identifier, dans le sens où avant que je commence à me lancer dans tout ce qui était trek ou quoi que ce soit, moi j'ai vécu jusqu'à 25 ans, j'ai vécu mes aventures dans mon esprit, façon de parler. J'ai vécu des petites choses ici et là, hein, j'en discutais avec Jonathan Labarre que tu as eu le plaisir d'avoir il y a pas Le longtemps. grand plaisir, ouais, ouais. Euh, il m'a fait repenser à une aventure de jeunesse que j'avais complètement oubliée. On parlait de bikepacking, et je dis, bah oui, effectivement, je me souviens, moi, pour tel vélo, tel accessoire, ça m'intéressait pas. Il y a juste un jour, j'ai pris mon sac à dos, une tente, un sac de couchage, j'ai rien qui allait. J'ai mis ça sur mon dos, j'ai pris mon vélo, je suis parti 80 km plus loin pour faire une nuit en bivouac, et je suis revenu le lendemain, j'étais trempé, frigorifié, j'ai pas dormi de la nuit, c'était une catastrophe totale. Mais c'était peut-être ma première aventure, au sens large du terme. T'en gardes quel souvenir? Bon, moins bon? Mauvais, très Mauvais mauvais. souvenir. Parfois, on est J'ai de juste bons fiers de souvenirs l'avoir maintenant fait quand parce même. que voilà, c'est Ouais. exactement ça. C'est le souvenir 20 ans plus tard de te dire ouais bon effectivement j'ai fait un truc qui m'a fait sortir d'un seul coup de ma zone de confort comme on dit. Par contre bon ça s'est pas très bien passé et puis au final c'était nul hein. Ça faut être honnête hein. C'était pas terrible comme aventure. Et il aura Mais t'en fallu as... attendre un sacré paquet de temps pour que je renouvelle ce genre d'expérience. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ton mentalement? Qu'est-ce que tu vois que tous tes entraînements, toutes ces choses que tu fais, tu augmentes tes capacités physiques, mais quelque part, c'est souvent mental qu'on augmente ses capacités physiques. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu vois comme changement au fur et à mesure que comme ça, tu t'aguerris dans une discipline, dans une autre, hein? Le premier changement sincèrement c'était faire le premier pas. Ça a été me lancer dans le sport, me lancer dans les treks, autre chose. Ça a été vraiment le plus dur. C'était croire que je pouvais le faire Mm. et, euh, et enlever cette espèce de barrière qui dit voilà pour que ce soit une aventure, ok il y a peut-être certaines règles tacites à respecter. Je vais dire ça complètement au hasard, mais ça peut être l'éloignement, le temps passé dehors, la rusticité de l'épreuve, le côté physique. Hop, tu mets tout ça dans un sac et hop, ça fait une aventure. Il y a certaines idées préconçues où tu te dis c'est trop gros pour moi, c'est trop dur, c'est trop gros, c'est trop loin, j'y arriverai pas. Et en fait, commencer par le sport, donc j'ai commencé par le trail, j'ai commencé à courir un petit peu en 2013 de manière un peu plus soutenue. J'ai senti que ça réveillait un côté, non pas il n'y a pas de limite, mais la limite est beaucoup plus loin que ce que tu crois. Quand tu parlais de David Goggins, c'est des 40%, bah typiquement on en est là. Alors, Mm. je sais pas le pourcentage en tête, lui peut-être, il est calé dans ce domaine, moi non. Mais effectivement, tu commences en te disant, bah, je ferai jamais plus de 10 bornes, et puis tu te retrouves, là, quelques 10 ans plus tard, je me retrouve à faire 105 bornes, 105 km l'an dernier sur l'Ultra Trail du Jura, et je me dis, bah oui, la limite, elle est beaucoup plus loin que ce qu'on croit, beaucoup plus éloignée. Ça, c'est un exemple. En escalade, c'est pareil. Je me vois grimper ma petite falaise locale, et puis après, je me vois, en 2017, sur un sommet en Himalaya, à me dire, ah ouais, quand même, ça peut t'emmener jusque-là, voire plus haut. Donc Mhm. c'était vraiment le déclencheur, c'était faire ce premier pas. Et c'était très très dur, hein. J'ai passé beaucoup de temps euh, à me dire quand est-ce que je vais y aller, comment je vais y aller, à me poser tout un tas de questions, et pas forcément à faire, pas me mettre en action.
Et le sport m'a appris à me mettre en action. Si tu veux courir plus longtemps, à un moment donné, il faut que tu mettes tes baskets et il faut que tu ailles courir. Si tu veux courir plus loin, et bah tu rajoutes 1 kilomètre sur ta sortie, et ainsi de suite. Donc ça m'a appris un petit peu comment dire, à moins analyser, moins me poser de questions et un peu plus faire les choses et commencer à faire. Même si c'est pas parfait, même si ça fait mal, même si tu te casses la figure en courant, et ben le lendemain tu remets tes baskets, t'y retournes, et puis voilà, et au final t'y arrives. Donc si t'arrives à faire ça, pourquoi t'arrives pas à partir en expédition? Ouais, ouais. Ah oui, vous êtes nombreux à parler de ça, la mise en mouvement qui est pas facile, mais qu'après le mouvement entraîne le mouvement. Hein, Clairement. ouais, ouais, trop top. Bonjour Mike, pourquoi tu fais de la musculation Ah, j'en faisais déjà, donc ce qu'on appelle renforcement musculaire, hein, c'est au poids de corps ou en salle avec des machines, avec des poids. D'une part, c'est indispensable pour mon métier, puisque j'ai besoin de rester en forme physiquement, et ça en fait partie. Ça fait partie d'un tout pour mon job. Hein. Comme je disais, je suis gendarme en unité d'intervention. C'est Là, quoi pour actuellement, le profane que je suis l'unité d'intervention? bah, c'est simplement qu'on est prédisposé à faire un peu plus d'interventions domiciliaires ou sur la voie publique par rapport à d'autres unités de la gendarmerie. Et mon rôle, notamment actuellement, c'est porteur de bouclier balistique dans mon unité. Donc j'ai un bouclier de 28 kilos dans les mains, en plus de mon pack balistique, donc mon gilet pare-balles, des plaques lourdes. Donc je me retrouve avec 30 à 40 kilos d'équipement sur moi, en plus de mes 95 kilos. Mhm. Donc pour tenir debout et tenir dans le temps, j'ai besoin d'une condition physique qui tienne la route. Donc autant au niveau cardio qu'au niveau musculaire. Et le deuxième volet, c'est au niveau personnel. Déjà, j'aime ça, tout simplement. Comme tous les sports que je pratique, c'est quelque chose que je kiffe faire. J'ai pas de jour particulier où je me dis j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire ça, ça m'énerve d'être là, ça me dégoûte. Si jamais ça m'arrive, je change de sport. Je change de sport, je change de discipline, mais ça m'est jamais arrivé dans ce que j'entreprends. Donc c'est que je fais de pas trop mauvais choix. Et donc ça me permet aussi de me solidifier pour les expéditions. Typiquement les expéditions à ski Poulka, je vais me retrouver à tracter 70-80 kilos de matériel. À la partie musculation, pour moi, elle m'évite de tracter des pneus en forêt, par exemple. Il y en a beaucoup qui aiment faire ça pour préparer. Ouais, Moi, ouais, c'est ouais, quelque c'est chose un grand classique. que je trouve très désagréable. Donc Ouais. voilà. Moi, si je vais en forêt, je vais courir, je vais faire de la rando, je vais faire du VTT. Je vais profiter de ma forêt. Je vais pas me mettre une contrainte à tirer des pneus dans la forêt. Donc Mais je fais mes ô soulevés combien de je terre comprends. et à la place, bah voilà, à la place de tracter mes pneus, je fais mon soulevé de terre en salle. Je trouve que tu fais de belles photos. Elle a voulu dire, et je veux lui dire. C'est une question, non, mais je veux lui dire que je trouve qu'il fait vraiment des belles photos. Parce qu'il y a on va parler maintenant de toutes les expéditions qu'il a fait, qui sont juste prodigieuses. Et c'est vrai qu'il y a des photos, moi aussi, je suis restée, train de regarder, c'est trop beau. Et m'a dit, maman, mais pourquoi il est pas photographe? Il fait des trop belles photos, pourquoi il est pas photographe? Et des belles photos, elles envoient, mes filles, parce que j'ai déjà interviewé plusieurs photographes, donc non, Ouais. c'est très Voilà, très beau. Et merci quand on sait que infiniment. voilà, tu les fais vraiment pour le plaisir, et puis tu les partages, mais que tu n'es pas en train de faire des selfies pour Instagram, ni... Non, c'est vraiment de faire profiter vraiment de la beauté de la nature. Et... Trop C'est trop ça. bien, quoi. Trop Ah, trop bien. merci beaucoup, ça fait plaisir. T'as capturé des lumières, mais au Drakensberg et tout ça, c'est juste Ouais, mais prodigieux, beaucoup de quoi. chance, beaucoup de chance. Et quand tu sais que C'était c'est l'éclate. quasi exclusivement à la sortie de ma tente. Ah ouais. C'est quasi exclusivement T'as quoi comme les tente? Rien à voir. Je veux la même. une tente de location. Très bien, très bien. Oh là là. Donc, premier grand voyage, Népal 2012. Tournant dans ta vie, tu Ouais. nous en parles? Oui, alors bah, comme je te disais, jusqu'à 25 ans, donc jusqu'à 2012, j'étais pas sorti de France, hormis les petits pays limitrophes, hein, Allemagne, Angleterre, je crois, et ça doit être à peu près tout. L'Italie, je crois aussi, en voyage scolaire uniquement. Donc voilà, j'étais pas un grand voyageur. Déjà, bah, simplement au niveau familial, mes parents, c'est des ouvriers, hein, tous les deux. Donc quand t'es ouvrier, la priorité, c'est nourrir ta famille et payer la maison, hein, grosso modo. Bien Donc sûr. les vacances à l'étranger, bon, c'était un luxe qu'ils pouvaient pas trop se permettre. Et après, bah, je suis rentré dans la vie active. Donc un peu après mes 18 ans, je suis rentré en gendarmerie. Et là, bah, comme je disais, j'ai pas mal traîné la patte. J'avais envie de partir, mais ça s'est pas concrétisé jusque 2012. Donc fin 2011, je quitte ma première affectation qui était aux Deux Alpes, en Isère.
jolie station de montagne, Ouais, pour retourner carrément. en Alsace. Et dans le même temps, j'ai un collègue de travail, donc Dominique, qui lui part à la retraite. Donc il était dans la même unité que moi, il part à la retraite, et puis on s'était dit, bah tiens, pourquoi pas aller au Népal ensemble, faire un truc, un de ces quatre. Oh, c'est vrai que Arrive, comme pot de départ, c'est pas mal, hein. C'est où encore l'unité où t'étais là, parce que... on fait des chouettes pots de départ. Et donc fin d'année 2011, j'échange avec lui rapidement, je dis bah tiens, l'an prochain, on y va, on va du côté de l'Everest, on se fait un petit trek. Lui c'était un coin du Népal qu'il avait pas encore fait, malgré que c'était un très très gros baroudeur, je pense qu'il a fait 90% des pays du monde, il y a passé au moins une fois, puis il y passe 3-4 semaines à chaque voyage, hein. Vraiment, il est fan de ça, et c'est un amoureux des pays qu'il traverse, il est amoureux des gens, de l'âme du pays, il n'est pas du tout Hmm. consommateur des Ouais, pays, j'allais dire, c'est pas juste pour aller mettre un ping, c'est un pin sur la pas du carte du tout. monde. C'est vraiment C'est trop pas, et bien. puis là tu parlais de photographie avec une âme, moi c'est lui qui m'a fait à me lancer là-dedans aussi, parce que lui, quand il revenait de voyage, il arrivait le matin au boulot, premier truc, de 8h à 9h, c'était séance photo sur le Laos, sur le Vietnam, sur Hmm. n'importe quel pays du monde, et passer 1 heure à regarder les photos. Il y avait 99% de portraits dans ces photos, que Ah des ouais. gamins, que des anciens, la vie dans les rues, la vie dans les champs. Et en fait, on lui disait, mais Dom, t'étais dans quel pays? Ils sont où tes paysages là? On voit rien. Et puis au final, tu te rends compte que ouais, ce qu'il faisait comme photo, ça avait une sacrée âme. C'était Hmm. vraiment, c'était imprégné d'humain et de beauté instantanée. Hmm. Donc ouais, c'est aussi lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Et pour revenir au Népal, ouais, il avait déjà fait le Népal, secteur Napurna, je crois, je sais plus ce qu'il avait fait. Et il me dit, oh bah oui, secteur Everest, ouais, je connais pas, pourquoi pas, on y va, mars, avril, ouais d'accord, 4 semaines, c'est parti. Bon, voilà, on est en décembre, les billets d'avion ils sont pris, on part dans 3 mois, et puis je me dis, bon bah de toute façon c'était maintenant ou jamais, on fait ça, on fait ça. Et je me retrouve, donc début 2012, à Katmandou, moi qui ai jamais vu autre chose que la petite civilisation européenne confortable, j'arrive à Katmandou, je me prends une gifle monstrueuse. C'était particulier. Arriver là-bas, Ah. le bruit, l'odeur, la pression permanente humaine. Enfin, quand tu sors de nos petits coins bien tranquilles, moi, en plus, je suis du milieu rural, hein. Hmm. T'arrives là-bas, tu prends une gifle monstrueuse, une monstrueuse. Et puis après, on part pour les montagnes, et là, c'est la claque absolue. Moi, j'ai grandi avec Tintin au Tibet, et puis là, j'arrive là-bas, j'ai les yeux en l'air. Oh bah tiens, ça c'est le Noupsé, ça c'est la Madame Lame, ça c'est l'Everest. Oh, avec les yeux écarquillés tous les jours. On a enchaîné les cols, les plus beaux cols qu'il y avait dans le secteur de l'Everest, là, les 3 grands cols du Khumbu. Et puis on est revenu, bah, pour pas reprendre l'avion, on est revenu à pied jusqu'au dernier petit village accessible par la route, et on a pris le bus pour rentrer à Katmandou. Donc on a fait 3 semaines. Parce qu'on avait fait Katmandou jusqu'à Lukla, qui est le petit aéroport local très connu, hein. C'était une terreur de tous les instants, hein. 45 minutes de cercueil volant, c'était infernal, je déteste ça. Et là j'avais peur, peur comme jamais. Et puis le retour en bus, bon bah c'était encore pire, parce que là ça durait 12 heures, et voilà, c'était un cercueil roulant au lieu de volant, mais ça durait 12 heures. C'était un cauchemar. Ça, c'est les bus népalais, hein, quand t'es sur un col de montagne qui a 15 km de descente, et qu'au bout de 500 mètres, tu sens les freins qui commencent à brûler, et tu te dis, bon, je pense qu'on n'arrivera pas en bas. Mais bon, c'était une première expérience particulière. Traumatisante, oui. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Ça m'a, on va dire, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a éveillé à ce voyage-là, à ce style de voyage. Et surtout, ça m'a permis d'accepter les contraintes, ou ce qu'on voyait nous comme des contraintes, comme des bienfaits, tout simplement. Mhm. C'est après que tu as refait l'Imlung-Limal, hein? C'était pas... C'était C'est ailleurs, ça, ça. 2017, 5 ans plus tard, je suis retourné pour grimper. Ouais, c'est ça. Après, l'une de tes expériences les plus marquantes a été la traversée du Argandervidda en plein hiver. Donc là, on est en Norvège, C'est ça. un plateau bien battu par les vents. Tu as fait ça seul et en autonomie. Alors, qu'est-ce que cette expérience a pu t'apporter, te révéler sur ta propre résilience? On parlait du physique et du mental, de toute façon, c'est lié, donc parler de l'un, c'est parler de Ouais. l'autre.
Ah bah là, clairement, c'est début 2023, février 2023. Ah, je suis Ça pas vient chronologique là, j'ai concrétiser foiré la chronologie. Désolé, c'est pas à grave. 11 ans près. À 11 ans près, on est pas mal. Ouais, ça va, je suis proche, ça Un passe petit peu large. plus tard, c'était pour concrétiser mes envies polaires. Parce que là, depuis un moment, vraiment, le ski en milieu polaire, c'est un truc qui m'attire. Et comme je te disais, bah, au fur et à mesure de mes expériences, je me dis pourquoi pas. Et en général, quand je me dis pourquoi pas, je me pose la question, est-ce que c'est faisable? Si oui, j'y vais. Voilà, terminé. Pas plus loin, pas plus de réflexion que ça. C'est Donc là, bien. c'était un petit peu le cas. Donc je me suis dit, je me retrouve sans compagnon de route pour le début d'année. J'ai envie d'aller skier, j'ai le matériel pour. Eh ben, qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, enfin, accessible. Je parle au niveau géographique déjà. Je me dis bon bah la Norvège, ok, et le Hardangervidda, je connaissais de réputation en hiver parce que c'est quand même un plateau qui est très grand. Ça fait quasiment la superficie d'un département français moyen. Et c'est vide. En hiver, c'est vide de tout. Au mois de février, tous les refuges sont fermés, il n'y a pas de balisage, il y a quasiment personne dans le parc parce que c'est un mois où il faut pas y aller. C'est un mois qui est sujet aux tempêtes, qui est sujet au potentiellement grand froid, au vent, etc. Il y a Donc des décès régulièrement, je pense, hein. ouais, bah l'année avant que je parte, 2022, ils ont pris une énorme tempête. Donc les mecs de la Croix-Rouge ou autres ont essayé d'évacuer tous ceux qui étaient dans le parc. Sans succès parce qu'il en manquait 3, je crois, ou 4. De tête, il y a 2 qui ont été ensevelis sous leur tente, un qui a disparu, et je crois qu'il y en a un qui a été évacué avec des gelures graves aussi suite à la tempête. Donc non, c'est un coin qui est connu pour son caractère imprévisible et très sauvage. Donc, il faut pas Voilà. y aller en février. Tu t'es dit, bah tiens, bah alors je vais y aller en Pourquoi pas en février. février? Bah ça la Goggins, hein. Voilà. On parlait de repousser un peu les curseurs. Là, je me suis dit, ça coïncidait avec mes vacances. Donc je dis, j'y vais pas. Enfin, je dis bon, c'est quoi le pire qui peut arriver? Du vent et du froid. Bah, je suis équipé pour. Et puis on essaiera de faire au mieux. Voilà, c'était le postulat de départ. En étant quand même conscient que ça pouvait mal tourner. Donc je m'étais quand même mis certaines limites. Je m'étais dit, voilà, s'il y a des jours de tempête consécutifs, on fera demi-tour. Si je peux pas aller aussi loin que je veux, je m'arrêterai, parce qu'il y a une petite route qui traverse le parc à peu près, pas à mi-distance, mais après le premier tiers. Je m'étais dit, bah voilà, la solution de repli, c'est la route. Il y a toujours des petites issues de secours qu'on peut se ménager. C'est indispensable, surtout en milieu polaire. Faut pas partir avec une idée de traversée ou de boucle sans issue de secours. C'est une très 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 mauvaise idée. Parce que déjà, je pense qu'on a trop tendance, et ça se voit dans les massifs alpins français, à compter sur les secours. Donc, allô l'hélicoptère, allô les secours, je suis pas bien, j'ai froid, je suis fatigué. Ok, c'est une option, hein. Après, ça, voilà, je sais que là-bas, les mecs viennent te chercher, ils viennent te chercher en motoneige. Par contre, quand et comment, c'est autre chose. Donc, si je pense que les 3 ou 4 mecs qui sont morts l'année avant moi, je pense pas qu'ils aient eu envie de mourir là-bas. Ça m'étonnerait. Donc, certainement qu'ils comptaient sur le secours. Le secours, il viendra peut-être pas tout de suite. Si tu t'es mis dans une galère où toi t'es blessé sérieusement, où t'es déjà en grave hypothermie, bah si t'es tout seul, t'es peut-être pas en capacité d'appeler les secours non plus. Donc il y a un ratio à faire entre tes compétences, ton envie, et une petite lumière de sagesse quand même qui te dit attention, pense au mauvais côté et à cette fameuse limite qu'il faut pas franchir. Donc c'est ce que je disais, moi j'essaie d'estimer au mieux cette limite et de pas trop m'en rapprocher et surtout pas la franchir. Donc bon, échec pour l'heure d'Angervida, je suis passé de l'autre côté de la limite. Donc ça c'était pour la fin du voyage. Mais pour Qu'est-ce qui revenir au s'est sujet passé? initial, bah en fait fin de traversée, je me retrouve dans une très très grosse tempête à 2 jours de finir. Et, euh, et en fait la tempête a pris de l'avance sur ce que j'avais estimé. Et je me retrouve à devoir passer un col de bon matin en étant déjà en pleine tempête, chose qu'il faut éviter au maximum puisque je ne vois rien. À ce moment-là, je vois pas devant mes pieds. J'ai les skis aux pieds, je vois pas l'extrémité de mes spatules. Littéralement, je ne les vois pas. Donc c'est jour blanc total. Les rochers, je les vois quand mes skis les touchent. Donc ça m'arrête net. Je me dis ah oui, tiens, il y a un caillou là. Et le nez sur le GPS à me dire faut absolument aller jusqu'au refuge, prochain refuge. Il y a des bâtiments, il y a toujours moyen de monter la tente ou de faire un trou de neige ou de se débrouiller quand il y a des bâtiments pour te protéger. Il y a toujours quelque chose à faire.
Je franchis le col et dans la descente derrière, je traverse une corniche de neige et je prends une chute. Heureusement pas très haute, je vais faire 2-3 mètres de chute verticale, sauf que j'ai la poulka de 55 kilos qui suit derrière, qui est accrochée à moi, et qui vient me percuter pleine tête, pleine épaule. Ouf. Et je me retrouve avec une partie du matériel, donc le brancard de traction qui est détruit, et moi qui suis un petit peu groggy par le choc et puis par la chute. Et je suis toujours en pleine tempête, donc ça risque pas de s'améliorer. Wow. Je descends comme je peux jusqu'au refuge, et quand je suis devant le refuge, ça fait que empirer, et je sais que les prochains jours, ça va être une catastrophe. Donc je me dis, voilà, il me reste 15 bornes à faire. Soit je déclenche les secours maintenant, et ils ont un délai pour envisager ce qu'il faut faire et comment faire, sachant que moi j'ai le refuge, donc je serai safe, hein, donc je peux rester là 2, 3, 4, 5 jours. Une fois que t'es dans le refuge, il se passera plus grand chose. Hein. Mais par contre, soit je fais ma tête de con, pardon l'expression, et je me dis, je me remets d'aplomb et je repars demain, et même s'il y a une tempête, je ferai 15 bornes, en mode David Goggins. Sauf que là, on parle quand même de vent à plus de 100 km/h, on parle de chute de neige supérieure à 80 cm en 2 jours, avec des journées ensuite qui vont vers température positive, donc 10, 15, 20 degrés d'écart par rapport à ce qu'il y a. Et là je me dis non, les accumulations de neige, le vent, le reste, si les mecs ils doivent venir me chercher dans le parc et que ça a empiré, les secouristes ils vont se mettre dans une galère monstre, dans un danger Oui, monstre. c'est ça, faut pas aussi penser au danger qu'on fait courir à ceux qui doivent venir porter secours. Ouais. Donc voilà, pour moi j'ai pris une décision rationnelle, j'ai dit bon là, tant pis pour l'ego, on va appuyer sur le gros bouton SOS, et puis on va repartir la queue entre les jambes, hein. C'était une belle aventure, mais ça se finit pas correctement. Waouh, t'as eu de la chance. Tu portais un casque que te prendre la poulka sur la tête, ça t'est... Non, non, j'ai la tête dure, ça va. Ouais. Justement, celui des secours en montagne, ils disent par pitié, portez des casques. Là, en ski de randonnée, t'es sur quasiment du plat tout le temps, donc il y a très peu de danger relatif au choc à la tête. Hein. Mais voilà, t'as réussi à en trouver. Sauf là. Ok, waouh, je savais pas que ça avait été à ce point-là. Je savais que t'avais été, mais je savais pas que ça s'était terminé comme ça. Ouais. Ça avait commencé par une tempête et ça a fini par une tempête et un accident. Donc... tout va bien. Ouais. C'était une bonne expérience. Alors la solitude, une bonne expérience. Ok, une bonne expérience. Si c'est toi qui le dis, tant mieux. Je suis toujours là, c'est que c'est une bonne expérience. Exact. Alors pour la solitude, justement, ça a une place importante dans pas mal de tes expés. On verra qu'après, tu apprécies aussi justement le contraire. Mais qu'est-ce que tu cherches dans ces moments où tu es seul face à la nature? Alors, typiquement, je pars seul pour 2 raisons principales. Déjà parce qu'il n'y a personne qui veut partir avec moi. C'est souvent pour ça. Il faut faire coïncider des calendriers, il faut faire coïncider les destinations, les envies de chacun, etc. Donc c'est pas voilà, toujours... ce n'est que ça. Hein. C'est un garçon sympathique. C'est pas ce côté problème-là. C'est pas toujours facile de pouvoir faire aligner les planètes à plusieurs personnes pour les mêmes envies en même temps. Surtout que je pars sur des destinations ou des itinérances qui sont pas forcément, on va dire, courantes. J'ai pas encore fait 2 semaines à Bali ou aux Seychelles. Je trouverais peut-être plus de monde pour partir avec moi à ce moment-là. Oui, donc il y a déjà ça, et puis le fait que ça m'a jamais dérangé de faire mes voyages seul, dans le sens où l'être humain c'est quelque chose que j'apprécie, je peux apprécier. La société c'est quelque chose que j'apprécie souvent beaucoup moins. Donc au-delà d'un certain quota de société que je m'inflige, j'aime bien récupérer de ça en partant ou en faisant quelque chose de mon côté. Donc c'est une sorte de méditation, hein, tout simplement, c'est une méditation active. Je prends mes clics et mes claques, mon sac à dos, et puis je pars pendant 2, 3, 4 semaines. Voilà, c'est être seul, mais jamais je me sens seul. Jamais de la vie. Je me suis jamais senti seul en expédition ou sur une de mes aventures. Jamais. Ça, je peux comprendre, ouais. Parce qu'enfin, on perçoit tellement plus de choses. J'ai parfois l'impression d'être enfermé dans je sais pas quoi, une espèce de cocon pas très confortable de verre qui t'empêche d'avoir accès à, que tes sens sont contraints. Un peu, t'es comme oui, dans une coquille. C'est exactement comme les gens qui font une méditation classique. Hein, tu reviens à qui tu es réellement. Ouais. Et ce temps que tu passes, alors moi je sais pas, je prends pas d'écouteurs, je prends pas de distraction, j'ai pas de lecture, de choses comme ça. J'ai mon petit carnet sur lequel j'écris ma journée, j'ai mon appareil photo et c'est tout ce qui se passe dans ma journée.
Donc, Et quand je t'écoutes marche pas de ou que je podcast skie, quand tu marches comme ça hyper longtemps? non, Eh ben, t'as bien absolument. raison. Voilà. Tu vois? Si vraiment je pars Non, seul, c'est bien. Le c'est une silence est volonté important. propre. Ouais. Parce que bah, déjà, d'une part, ça m'ouvre à moi-même. Donc, je me retrouve intérieurement, je me retrouve vraiment pas à 100%, parce que je pense qu'on n'est jamais complètement déconnecté de nos vicissitudes quotidiennes, mais je pense quand même beaucoup moins à la maison, au travail, aux impôts, à ce que je pourrais manger si j'étais dans une pizzeria ou je sais pas quoi. Je suis vraiment dans l'instant présent et en adéquation avec moi-même et qui j'aime être. Mm. Et en plus, ça me laisse la place pour les rencontres et voilà, les belles histoires ou aspirer un petit peu de l'énergie positive des gens que je vais croiser sur mes voyages. Donc c'est gagnant-gagnant pour moi. Beaucoup moins de stimuli de la civilisation. Mais aussi, c'est vrai que quand on est ici, entre tous les bips, les bazars, les écrans, les emails, les trucs et les machins, et le monde aussi autour de soi, tout simplement, Ça on fait un est bien fou de se très déconnecter de ça. sollicité. Et aussi, un truc que je me suis rendu compte récemment, une réflexion qui m'avait tilté, j'ai dit, mais oui, mais c'est vrai on a beaucoup moins de choix et que ça libère la tête, quoi. Toutes les micro-décisions, c'est prouvé, ça peut nous fatiguer terriblement, hein. Ouais, Est-ce que j'ouvre cet email là maintenant? Est-ce que je le fais plus tard? Qu'est-ce que je mange à midi? Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Mais non, quand tu sais que voilà, aujourd'hui, tu fais entre 40 et 50 bornes, que t'as le choix entre deux mm, pantalons quand tout va bien, c'est etc. ça, Ta vie est beaucoup, beaucoup plus simple aussi par le manque de complètement. choix, outre le manque de stimulation artificielle. Et puis ça te permet vraiment, du coup, une reconnexion beaucoup plus complète à toi, à tes envies tu respires, quoi. Ouais, Ouais. aux sensations de l'instant, tout simplement. Ouais. Tu atteins parfois, alors ça dépend des gens certainement, ça dépend des voyages aussi, tu atteins parfois une plénitude je pense que tu ne peux pas avoir autrement que par une méditation vraiment très poussée. Je Mmh. pense au Hardangervidda, pendant les 9 jours où j'étais là-bas, donc à l'exclusion de la fin avec la tempête et la chute, où là tu penses un petit peu quand même à t'en sortir, t'as des choses qui viennent Oui, oui. dans ton esprit, mais pendant 9 jours, je n'ai pensé à rien, et quand je dis rien, et à rien du tout. Il n'y a pas une fois où je me suis dit, tiens, j'aimerais manger un burger quand j'étais sous la tente en train de manger mon lyophilisé. Il n'y a pas une fois dans ma journée de ski où je me suis dit, j'aimerais être ailleurs, ou faire ceci, ou faire cela. C'est la première fois, c'est le premier voyage que j'ai vécu, où du matin au soir, jusqu'à ce que je m'endorme, mon cerveau ne fonctionnait que pour l'instant présent. Mettre un Mmh. pied devant l'autre, s'arrêter, décrocher le harnais, aller boire, aller manger, mettre la tente, être sûr que tout soit bien ancré, préparer à manger le soir, aller dormir. Et ça, jour après jour. Et c'était fantastique. Mmh. Fantastique. J'ai ressenti ça un petit peu au début de cette année, puisque je suis reparti à ski, mais à cette intensité-là, j'ai jamais ressenti ça. Mmh. C'était vraiment une purge complète de mon cerveau. C'était Oui, génial. c'est ça. Waouh. Mmh. Alors, j'ai bloqué net sur une expression que tu as utilisée, car j'utilise exactement la même. Tu écris: «Le fil rouge de mes envies est bien identifié, m'émerveiller sans limite devant les paysages ou des instants très particuliers. C'est un peu mes minutes d'éternité, ma façon d'arrêter le temps l'espace d'un instant et de me sentir parfaitement en phase avec moi-même et le monde qui m'entoure». Alors moi, j'appelle ça des instants d'éternité, mais les minutes d'éternité que je me dis: «Oh purée, mais mais je connais!» Et ça m'a tellement marqué, je dis: «Ah d'accord, là il comprend, hein. Enfin il pourrait me comprendre» et je sais pas. Et c'est marrant parce que une fois j'avais été au Brame et c'est la première fois que je pouvais le voir de jour. Je l'entends très régulièrement, pour l'instant c'est le plein Brame, c'est génial. Tu vas derrière chez toi et moi aussi à ce moment-là je pense plus à rien, quoi. Tu es juste Hmm. complètement une énorme oreille aux aguets qui vibre, quoi. Et la première fois que j'avais pu voir le cerf bramer, c'est marrant parce que la première idée qui m'est venue, c'est: «Ah, ça y est, je peux mourir». Mais c'était pas du tout une envie de mourir, quoi. Mais je me suis dit aussi: «Mais quelle Ouais. phrase débilos, quoi». Non, mais tu Et as l'impression d'avoir fait le tour de la question et d'être au bout de ta vie en disant, c'est bon, là, d'être je juste suis OK avec quoi qu'il arrive. épanoui. C'était juste se dire: «C'est un mon instant d'éternité». Ça a été comme ça il y a déjà des siècles, ce sera comme ça dans encore des siècles si on les laisse vivre et donc c'est un moment éternel. C'est un moment qui suspendu dans le temps, C'est c'est ça. exactement ce que tu dis et c'est juste une telle plénitude qu'effectivement tu te dis: «Bah, si je mourais maintenant, ce serait pas grave, quoi». J'ai pas du tout envie de mourir, j'ai envie d'en écouter encore plein de drames et donc c'est ça que cette phrase m'avait étonnée, mais pour moi, c'était un instant d'éternité. Quand tu vois plus la trace, l'empreinte humaine ou vraiment très, très peu et que tu as ces choses qui ne dépendent pas de nous, je sais pas, tu as une sorte effectivement, comme tu dis, de plénitude. Ouais.
Ah oui, là, t'as l'impression que tous les astres s'alignent et que c'est vraiment le moment où tu dois être là et à l'endroit précis où tu es, quoi. Y a Mm. pas de, tu serais 5 centimètres à côté ou tu serais arrivé 5 minutes plus tard, et voilà, c'était passé à côté. Mais là, Mhm. à l'instant T, moi je l'ai vécu, je l'ai revécu là en Afrique du Sud, un truc tout bête, mais un soir on finit de monter la tente, donc j'étais parti avec un ami, on termine de monter la tente, on était sur un paysage, bah, tout le monde a vu les photos, hein, quasiment Ouais. tous les soirs, c'était C'est une incroyable, tuerie, c'est fou, c'est fou. ah oui, j'ai même pas C'est enfin, j'ai jamais magnifique. vécu ça en bivouac, on a fait sur 13 nuitées, on a fait 12 nuits exceptionnelles. Mm. 12 nuits où tu sortais la tête de la tente et tu disais waouh, c'est incroyable d'être là. Incroyable, les paysages comme ça, ils sont complètement fous. Les paysages, les couleurs, l'absence totale de bruit, l'air frais et tout, ça rendait la chose vraiment intense. Et un soir en particulier, je commençais un petit peu aussi à être fatigué, donc en général c'est quand t'es fatigué que t'es le plus à l'écoute de toi-même aussi. Je me perdais un peu dans mes pensées au bord du vide, là, au bord de la falaise. Et puis d'un seul coup, je croise le regard de mon ami qui était sur son caillou là et qui était en train de regarder un petit peu dans le vide aussi. Et juste là, son regard et ce qu'il avait dans le fond de la pupille, je dis ah bah oui, c'est exactement ça. Je dis là, je vais le laisser faire la pierre, faire le caillou, parce que c'est exactement ce que je fais régulièrement. Et je me voyais au travers lui dans cet instant de plénitude absolue. Puis Mm. là, je sais qu'il est bien là. Là, il est bien. Mm. Ouais. Faire la pierre, j'aime bien. Ah oui, ça c'est Ah, quand t'es assis, tu fais plus rien, tu penses à plus rien, voilà, tu vis ton moment, et ouais. tu fais ta petite photo dans le cerveau, et personne te l'enlèvera jamais ce truc-là. Mm. C'est les plus belles, c'est celles qu'on ne prend pas vraiment. C'est Les ça. photos du cerveau. Ouais, ouais. Comme tu dis. Parfois, il y a des endroits qui ont été tellement magiques, j'ai même pas envie de voir les photos parce que dans ma tête, c'est tellement. Ça J'ai pas rendra envie pas d'être pareil. confrontée à un objectif qui n'a pas capté tout finalement. Il a C'est capté une vrai. lumière qui va déformer un peu, mais il n'a pas capté l'ambiance, les sons, le C'est ça. ressenti, l'émotion qu'on a ressenti ça. Un appareil Exactement. photo peut difficilement le rendre en partie, mais pas tout à fait, ouais. En 2015, tu es parti sur un coup de tête pour une grande traversée du Zanskar au Ladakh dans un moment difficile. Tu en dis un premier voyage seul, pas forcément initié pour les bonnes raisons, largement surdimensionné pour le peu d'expérience que j'avais et finalement essentiel pour m'épanouir dans mes rêves et mes aventures futures. Un mélange extrême, pardon, de beau et de dur pour faire le point sur qui j'étais et qui je voulais être. Ah, il écrit bien, l'animal. C'est bon, t'as tout dit, on peut arrêter là. Bon voilà, alors, tu es parti. Tu peux nous en parler de cette traversée parce que c'est épique, quoi. Si manque de préparation et tu te retrouves là-bas, même si la raison était mauvaise, moi je trouve que la destination est bien choisie. Effectivement. Zanskar, c'est quelque chose que je connaissais très peu. Je le connais, bah, comme beaucoup de mes voyages, ça part d'une photo souvent. Donc là, en l'occurrence, c'était des photos d'Olivier Folmy. Peut-être que tu connais sur le Zanskar. C'est un photographe suisse qui a fait des photos incroyables sur le lac et le Zanskar. Et Mais le Zanskar, surtout, moi, me fait rêver depuis celle que je dis, je suis en train d'éditer le son de Caroline Riegel, pardon, qui est, je sais pas par quoi commencer, parce qu'elle est autrice, réalisatrice, écrivain, et ingénieure. Mais elle a été aux Zanskar et c'était quoi? C'est sur l'hiver aux Zanskar qu'elle avait fait son documentaire. Ce documentaire, j'avais vu. Et depuis, je rêve de Zanskar. Et donc, je n'avais pas fait le lien quand je m'apprêtais à l'interviewer. Et puis, j'ai vu ce documentaire. J'ai dit, ah, purée, mais c'est elle qui me fait rêver de Zanskar depuis des années. Ouais, ouais. Moi, c'est alors moi, Caroline j'ai pas Riegel, le ouais. privilège de connaître, mais par contre, oui, moi, c'était Olivier Folmy. Donc voilà, si ça peut Mhm. te faire découvrir, Ouais, ouais, j'irai qui est découvrir avec grand photographe. plaisir. C'est ça le bonheur. Lui, ce qu'il a beaucoup pris en photo, c'est les lumières et les contrastes du Mm. Zanskar, parce que ça, c'est un truc que tu trouves nulle part ailleurs sur Terre. Sincèrement, Mhm. la lumière, l'ambiance qu'il y a là-bas dans ces hautes terres, hein, c'est un désert d'altitude, le Zanskar, un petit peu comme le Mustang ou le Tibet, dans une moindre mesure au Tibet, puisque c'est quand même un petit peu verdoyant. Mais il y a des lumières, des contrastes incroyables. Et puis les gens aussi. Il prenait les gens en photo, pareil, une photographie qui a du cachet, quoi. Donc Mm. ça m'avait un petit peu fait me pencher sur la destination. Et c'était un trek donc que j'avais en tête sans forcément l'initier. Et puis voilà, bah, comme je t'ai marqué, en 2013 et en 2014, c'était un peu des années compliquées.
2013, ça a été plutôt compliqué sur le plan personnel, et 2014, ça a été compliqué sur le plan professionnel, puisque je me suis lancé dans des objectifs que j'atteignais pas. De toute façon, de manière personnelle aussi, c'était un peu ça. Hein. C'était, comment dire, des années où la conclusion de l'année était pas satisfaisante, c'était très négatif à chaque fois. Et 2 années de suite, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc en 2015, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse un voyage, voilà, faut que j'aille m'aérer l'esprit et que je fasse quelque chose. C'était ça la déprime ou On était, pour être honnête avec toi, je pense qu'on était on était pas loin du syndrome dépressif, ouais. Clairement, je commençais vraiment à sombrer au point de me dire, non mais j'ai rien envie de faire, en fait, j'ai rien envie de faire mon sport, j'ai rien envie de faire professionnellement, j'ai rien envie de faire dans ma vie de tous les jours. C'était voilà, début 2015, c'était pas terrible, hein, c'était pas terrible du tout. Ouais, quand on n'a Et plus quand je envie de prépare mon rien, voyage c'est un aux Oscars, sérieux signal d'alarme. Ouais. c'est ça. Et puis quand donc on arrive au début d'année, je prépare mon voyage avec le peu d'infos que je peux avoir, hein, une carte, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'il y a un itinéraire, oui, la grande traversée du Zanskar, elle est connue, voilà, qu'est-ce que je peux faire à côté, combien de temps. Je vois que c'est jouable, je me dis bon je prends 10 jours de nourriture avec moi et je fais 10 jours chez l'habitant et puis ça fera un trek de 20 jours et puis terminé. Sauf qu'à ce moment-là, moi j'ai que le Népal dans les jambes. Donc j'ai du trek en lodge à deux, avec un sac léger, avec aucun souci d'itinéraire ni de rien, quoi. Et je me dis ouais, mais les Oscars, j'ai envie d'y aller. Et là cette année-là, j'en peux plus, il faut que je parte. Donc c'est aux Oscars. Donc je prépare mon Oscar un petit peu à l'arrache, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Je mets mon sac à 25 kilos dans l'avion, et puis direction Leh, au Ladakh. J'arrive là-bas, je connais rien du tout au pays, je connais rien, je n'arrive quasiment pas à me situer. Je sors de l'avion, je me rends compte que j'ai complètement oublié de retirer de l'argent à New Delhi, donc en fait, je suis là, je me dis bon je prends pas le taxi, je vais à pied jusqu'au centre, jusqu'à l'hôtel. Bon, c'est 1 heure et demie de marche en y allant tranquille. Bon, c'est bon, ça se fait. Puis je marche, je flâne, je fais mes photos. Puis j'arrive à l'hôtel, je suis malade comme un chien, parce que j'ai pris un mal d'altitude entre la sortie de l'aéroport de Leh et l'hôtel. Là, j'ai pris un mal d'altitude et je suis malade, mais immonde. J'ai un mal de crâne phénoménal, je suis fatigué, abattu. Je vais me coucher, je me relève, le serveur il me ramène mes œufs, je me rappelle que c'est lui qui me réveille alors que j'ai la tête sur la table en train de dormir. Pour l'hôtel, je dis pas ça commence bien. Heureusement le lendemain ça va un peu mieux, et puis je pars pour la montagne. Donc le taxi me dépose à mon point de départ, il repart. C'est quoi les signaux d'alerte pour dire non mais tu dois redescendre là Ah là en l'occurrence pour moi c'était le cumul de la fatigue, mais fatigue extrême, c'était de l'abattement. Si je m'asseyais, je m'endormais, les maux de tête vraiment très très forts, et un petit peu de nausée. Donc ça c'était le cumul des trois, ça commençait. Parce que je sais bien qu'à partir d'un certain stade, il faut redescendre, sinon tu te mets en danger en fait. Là c'était encore, c'était modéré, puis les maux de tête passaient avec un petit peu de médicaments, ça passait rapidement. Et le lendemain ça allait mieux, donc ça va. C'était juste le fait de faire un effort avec le sac sur le dos à 3500 mètres, puisque quand t'arrives à Leh, t'es directement à 3500 mètres. Voilà, très très mauvaise idée de faire ça. Pas ça. Si vous arrivez à Leh, prenez un taxi, posez-vous à l'hôtel et attendez 2 jours avant de partir et ça ira mieux. Et puis parce qu'après en montagne, c'est l'enfer. Là où le taxi me dépose, je crois que ça doit être 3008 ou quelque chose comme ça. Et en 2 jours, 2-3 jours, je suis à 5000 mètres. Donc ça va faire qu'empirer et ça va pas rater. Une fois que je me remets à faire des efforts en montagne, je suis nouveau malade comme un chien, j'ai mal au crâne, je suis fatigué, je suis pas bien. C'est le début de mon merveilleux trek en me disant ça va pas du tout, quoi. En plus de ça, je me perds dans les premiers jours. J'arrive au fond de la vallée, le deuxième jour, je trouve pas le col. Donc je monte jusqu'à un glacier, je dis c'est pas là, je redescends. Le lendemain, je prends le dernier petit vallon, je dis il y a plus qu'un vallon, donc c'est celui-là. Ah non, c'est pas celui-là non plus. Et je redescends et je me dis là je vais reprendre le taxi, je vais rentrer à Leh. Tant pis, j'ai fait de la merde. Je suis parti aux Oscars avec le feu suprême de me dire faut que je fasse un truc, puis là le feu est en train de s'éteindre, je m'éteins tout seul, et je redescends, je traverse une rivière, j'ai les pieds trempés, des ampoules comme c'est pas permis, et je croise un guide qui monte avec un couple d'Allemands qui me dit oui on part aussi par tel col. Ah ok, bon, je les suis de loin, je dis est-ce que j'y vais pas, bon allez je les suis, et puis en fait le départ du col il était exactement à côté de là où j'avais posé la tente le premier soir. Il était juste à côté. Je suis passé 3 fois devant.
La Quand ça lucidité veut du pas, mec. ça veut pas, hein, ouais. C'est une catastrophe. Tu vois, quand je te dis que c'était préparé, j'ai préparé ça, Ouais. mais c'était n'importe quoi, j'avais aucune expérience, c'était une catastrophe. Et puis pareil, je pars avec 10 jours de nourriture, alors où j'ai 20 ou 23 jours à faire de trek. Donc arrive la deuxième moitié, je vais chez l'habitant. Par contre, ça c'est quelque chose que m'avait enseigné mon ami Dominique et mon premier voyage, c'est que dans un pays où personne te comprend et où toi tu comprends pas grand-chose, bah, tu fais un grand sourire et tu montres que tu veux dormir ou autre, et quelqu'un va bien t'aider à faire quelque chose. Mhm. Donc j'ai découvert aussi qu'aux Anscars, les gens ils ont pas grand-chose. Par contre, ils ont une gentillesse infinie. Infinie. Mhm. Les mecs ont été, que ce soit des gamins, des anciens, des gens qui rentraient des champs, ils ont tous été super accueillants, des moines aussi, hein. Tous accueillants, prévenants, j'ai toujours été hébergé, ils ont toujours, ils sont pas pliés en quatre, mais ils ont toujours fait en sorte que j'ai un toit au-dessus de la tête, et que je reparte pas les bras vides, quoi. Donc ça, c'était incroyable. Ça t'a aidé à retrouver un peu foi en l'espèce humaine après avoir Ouais, été voilà, rudoyé 2 ans? complètement, hein. Complètement. Cette période a été très compliquée. Je suis parti là-bas très honnêtement. Je pense je pense pas, c'est sûr. J'avais des idées noires. Je me suis dit, Ah ouais, ouais. si je calanche aux Anscars, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Quand je dis que je partais pas pour les bonnes raisons, c'était vraiment pas une bonne mentalité, quoi. Sachant que j'ai quand même la famille, des amis à la maison. J'étais point d'attache. J'étais pas malade, j'étais pas en fin de vie. Donc me dire ça, après, rétrospectivement, tu dis, mais qu'est-ce que t'as été con d'avoir ce mode de pensée, Ah mais oui, ça a mais été ça, nécessaire pour ouais. déclencher. Donc, Mhm, mhm. et puis aux Anscars, bah, j'ai vécu, j'ai vécu des trucs super intenses, que ce soit en montagne ou que ce soit auprès des gens, et je suis rentré de là, c'était, la purge avait été faite, hein. Là, j'étais un nouveau moi, clairement, très clairement. Reset. Ah ouais, Mhm. complètement. Et ça t'a fait prendre les bonnes décisions par la suite pour arriver à des choses Ouais, c'est ça. Bah déjà, je qui me menaient suis quelque juré part, hein. de plus repartir. Alors, sur des coups de tête, on peut le faire. C'est même très très bien de partir sur un coup de tête. Euh, mais toujours analyser le pourquoi. Et je me suis rendu compte que le pourquoi de mon voyage, c'était pas cette espèce d'idée noire ou le besoin d'évasion contre les gens ou contre mon état d'esprit. En fait, le pourquoi, c'est parce que je trouvais ça magnifique, que les photographies m'avaient fait rêver et que c'était un endroit que j'avais absolument envie de parcourir à pied. Ça, c'était le pourquoi. Mhm. Et voilà, le pourquoi, il reste toujours. Tu peux mettre ce que tu veux comme couche par-dessus de noirceur, de façon de travestir la chose. Ton pourquoi, si il est très fort, il va rester. Il va rester. Et je me suis juré de rester fidèle à ce pourquoi. À chaque fois que je voulais créer un voyage ou créer une nouvelle aventure, dire ok, pourquoi t'as envie de faire ça? Ok, est-ce que c'est légitime ou valide? Est-ce que ça te paraît être une bonne idée? Oui. Bah c'est parti, on y va. Ça sera aussi sur un coup de tête, mais ça sera pas avec des idées sombres ou avec voilà, avec un espèce de voile à jeter par-dessus en te disant non, tu fais ça, mais tu sais pas pourquoi tu le fais. Donc là maintenant le pourquoi c'est la condition sine qua non quand je prépare un voyage. Ouais. Et pourtant, rétrospectivement, t'as quand même vachement bien fait de partir comme ça. Oui, bah déjà ça m'a permis de découvrir ça, donc ne serait-ce Mhm. que ça. Donc comme on disait pour le sport, la mise en mouvement aussi, parce que je suis parti seul et j'ai osé y aller. Je me Mhm. suis lancé, c'était comme dit 23 jours de trek. Bah, quand tu sors du Kumbu avec des lodges et des sentiers bien définis, tu peux pas te perdre. À partir de 23 jours, moi, dans le Zanskar, sur un itinéraire que j'ai fait partiellement par moi-même, c'était un sacré défi, quoi. L'autonomie complète, c'est un truc que je connaissais pas. C'était la première fois que j'ai acheté une tente pour ça, un duvet pour ça. Donc ça m'a fait apprendre plein de choses, hein, ça c'est clair, hein, sur le fonctionnement et sur le matériel. Et puis sur moi-même, comme tu disais, c'est encore au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Puisque j'ai appris que quand tu pars seul à un endroit et que t'as pas de distraction, bah tu t'ouvres complètement ton esprit. Résultat, j'ai rencontré des gens incroyables, que ce soit aller ou que ce soit après sur le chemin. Euh, enfin, ça m'a transformé complètement. Il y a une rencontre comme ça, quand on dit les rencontres du Zanskar, le premier visage qui devient l'esprit. Ah, ça va être dur d'en choisir une. Euh, une seule. Là, tu me mets un sacré défi, là. Allez,
Je vais me lancer sur une d'Orgé Lama, qui était le head lama d'un monastère. J'ai complètement oublié lequel, par contre. Qui est un Là, je crois jeune que je vais homme pas de pouvoir 27 t'aider, ans. hein. C'est un jeune homme de 27 ans qui est du coup chef, entre guillemets, hein, de ce monastère, qui a sous sa responsabilité tous les petits moignons, et qui est un mec ultra souriant, ultra cultivé. Il parle plusieurs langues, c'est déjà un puits de sagesse. Après, c'est le prérequis quand tu veux être head lama, donc chef ou responsable du monastère, c'est que déjà tu as un certain vécu en la matière. Et ils sont passés par de sacrées études quand même, hein, la vie dans les monastères, aux Anskar ou au Népal ou autre, c'est pas des vies faciles, hein, c'est vraiment une vie d'ascète et d'apprentissage permanent. Et pourtant, on s'est retrouvé avec quelqu'un aux antipodes de ce qu'on pourrait imaginer d'un grand lama bouddhiste, quoi. On se dirait, ça doit être un mec vachement austère, un peu renfermé, très secret, très spirituel. Non, on parlait d'émissions de télévision avec lui, c'est lui qui nous a préparé à manger le soir-là. Quand je dis préparé à manger, c'était pas juste des chapatis, il nous a fait un buffet extravagant. On parlait de voyage au Japon, on parlait de... C'était surréaliste. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est surréaliste, ouais. C'est C'est pas exactement le mot l'image que du j'avais tout en que j'en tête, avais ouais. d'un lama, pas du tout. Il avait 27 ans, franchement, c'était la synergie parfaite entre la sagesse et la spiritualité du bouddhisme, et puis le mec de 27 ans que tu croiserais chez nous. C'était complètement fou comme rencontre. Ah ouais, génial, génial. Cette fois-ci, Limlung Imal, donc sans aucune chronologie, puisque tu vas me dire, tu vas me rappeler quand c'était, mais donc 7126 mètres, montagne peu fréquentée, sans oxygène supplémentaire. Là, pas en solitaire, du coup, elle est mieux, je pense. C'était avec qui? Ça se passe comment, le manque d'oxygène? Tu peux nous raconter cette Imlung Imal? D'abord, tu nous le situes, Yes, alors c'est dans l'ouest si du tu veux bien. Népal. Mhm. Dans l'ouest du Népal. C'est dans le voisinage proche du Manaslu, qui est un très joli 8000 assez connu au Népal. Et c'est une montagne qui m'a beaucoup attiré par son esthétisme et par la façon dont était proposé le séjour. Donc, comme tu disais, seul c'est compliqué, ça doit se faire, mais c'est dangereux. Et j'avais pas les compétences non plus pour me lancer dans une ascension à deux, comme ça, avec quelqu'un de mes connaissances ou pas. Juste à deux, ça aurait été très compliqué aussi. Donc on a un guide français qui s'appelle Paulo Grobel, qui est très connu dans le milieu de l'himalayisme, parce qu'il propose des séjours, alors à la fois grimpe, mais pas nécessairement, il fait aussi du trek. Il aime beaucoup l'ouest du Népal, et il aime beaucoup la façon de faire, plus que le sommet ou la destination. Déjà ça me parle. Et dans la façon de faire en grimpe, notamment, ça doit être, je pense, le seul, et je parle vraiment à l'international, à dire: vous venez avec moi, je suis guide, par contre vous allez être 2 clients sur la même corde, et vous allez vous démerder, vous allez grimper. Et là, on sort complètement du cadre himalayisme qu'on connaît, où les gens se suivent sur une corde fixe à coups de poignet jumard, avec le guide qui reste au camp de base ou qui monte devant. Là, on est sur autre chose. Donc lui, il propose ça. Alors, sincèrement, c'est déjà assez beau, puis c'est une sacrée responsabilité quand même. Parce que là, ça veut dire que sur la montagne, à certains moments, effectivement, j'étais encordé soit avec mon binôme de tente Christian, soit avec un Népalais, soit avec le guide, Polo, ou avec n'importe qui d'autre. Donc, il n'y a pas de rôle défini. Lui reste le guide, donc c'est lui qui va gérer l'ascension, c'est lui qui dit stop s'il y a besoin de dire stop. Par contre, il laisse un rôle supérieur à celui de client, à ses clients. Et ça, je trouvais ça assez incroyable. D'autant que le projet, c'était pas uniquement de grimper l'Imlung, c'était également d'ouvrir le chemin pour une traversée d'arête, donc vers d'autres sommets qui n'étaient pas encore faits, pas encore baptisés, et redescendre donc par une traversée de 3 jours sur plusieurs sommets de plus de 6000 mètres, qui n'avaient jamais été parcourus. Donc ça, c'était... je trouvais que pour une première en Himalaya, aller faire une première, c'est pas mal, ça le fait. C'était pas mal. Ouais. Donc voilà. Donc on est parti en petit groupe, hein. On était une dizaine au total avec le guide. Et sur la montagne, tu rajoutes 4 grimpeurs népalais qui ont grimpé jusqu'au sommet avec nous, et 4 juniors qui eux s'arrêtaient au niveau du camp 3, donc à environ 6300 mètres, simplement parce qu'il manquait encore un peu d'expérience pour gérer la suite.
Donc eux après sont redescendus. Mais bon, ils ont participé à tout, hein, que ce soit les tâches les moins sympas, donc c'est un petit peu de portage en plus par rapport à nous, parce que bah, nous on a porté nos affaires, mais globalement ils filaient un coup de main non négligeable parce qu'ils prenaient en charge toute la partie cuisine par exemple, donc les réserves de gaz supplémentaires, eux ils mettaient dans leur sac. Donc bah, les mecs ils montaient avec nous, mais ils avaient 8 kilos de plus dans le sac, quoi, 8-10 kilos de plus. Donc Respectable. Mhm. voilà. On parle toujours du traitement des porteurs, parce qu'on regarde beaucoup vers l'Everest et ce genre de montagne. C'est pas la politique. Pour Polo, c'était les mecs qui viennent avec nous, c'est des grimpeurs. Donc on va pas leur filer 35 kilos de nos affaires et nous on monte, je vais exagérer le trait, mais on va pas monter en slip et en claquette, quoi. C'est hors de question. Donc on a fait les navettes, on a porté notre matos, et eux ils ont filé un coup de main, bah, non négligeable, parce qu'ils ont quand même rajouté une partie de matériel pour nous, qui était dans leur sac à eux. Mais voilà, ça leur a fait une belle expérience aussi de grimpe, parce que il n'y a pas de corde fixe. Donc c'était crampons aux pieds et piolets. Et puis après pour les seniors, bah eux c'était encore au-delà, parce que les mecs ont fait le sommet. Un des seniors grimpeurs népalais est monté avec un des clients au sommet avant nous, parce que lui voulait juste faire le sommet et rentrer. Il voulait pas forcément s'engager sur la traversée qui était derrière. Un autre a fait le début de la traversée avec une partie du groupe, et les deux autres sont venus au sommet avec nous le jour où on a fait le sommet. Donc ils ont tous vécu une très très belle ascension, et puis c'était en style alpin jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Pas d'oxygène, pas de saloperie sur la montagne, pas de corde fixe, et personne d'autre. Pas d'autre groupe, rien du tout. Waouh. Et le manque d'oxygène, ça t'a fait quoi? Rien ou t'étais bien Ça préparé? tabasse. Ça Ça tabasse? tabasse. J'y avais déjà été confronté, bah, notamment aux Anscars, hein, jusqu'à 5005 à peu près. Je m'étais dit, bon, je pense que jusqu'à 6000, effectivement, ça devrait aller. Par contre, au-delà, ça va être la grande interrogation. Et très clairement, ouais, au-delà de 6000, ça commence à faire mal, hein. Même si nous, on montait très doucement, c'était des paliers qui étaient très... comment dire, très sages par rapport à ce qui se fait souvent en Himalaya. Donc c'est aussi une particularité Apollo, c'est qu'à partir du moment où on commence à grimper, on va grimper d'une traite jusqu'en haut. On va pas faire comme souvent tu vois en expédition, les mecs vont monter assez haut, redescendre au camp de base, se reposer, remonter un peu plus haut, redescendre, se reposer, et ensuite aller au sommet. Donc ça c'était hors de question, le but c'était, à partir du moment où on va au camp 1, l'étape d'après c'est le camp 2, et ainsi de suite. Inconvénient c'est que ça prend plus de camps intermédiaires. On est obligé de couper un peu plus équitablement l'ascension jusqu'au sommet, en termes de dénivelé. L'avantage, c'est que bah, la journée du sommet, littéralement, on avait 150 mètres de dénivelé positif à faire. En Himalaya, tu verras personne partir pour leur sommet à 9h du matin. On est parti à 9h, sous un grand soleil, on est redescendu, il était midi, on faisait la sieste, dans la neige, à 7000 mètres, entre les tentes. Parce qu'on avait découpé comme ça, et ça s'est super bien imbriqué. Donc c'était génial. Et là, à partir de 6500-7000 mètres, ouais, l'altitude, même avec les précautions, même le fait qu'on ait monté doucement, bah, tu fais 10-15 pas lentement, et puis tu sens que t'es au bout de ta vie, t'es accroupi sur ton piolet, tu souffles comme un bœuf, et puis tu dis, bon allez, je repars, c'est bon, ce coup-ci, je vais en faire 10 de plus. Bah non, t'en fais pas 10 de plus, t'en fais 5 de moins, et t'es encore accroupi sur ton piolet, et tu souffles comme un bœuf, et plus ça monte, et plus c'est dur. Et ça va, t'arrivais toujours à aligner tes pensées parce qu'apparemment aussi le cerveau peut être un peu ralenti. Ouais, j'ai pas eu ce problème-là, mais effectivement, ouais, y a une partie de la problématique de l'altitude, c'est que au niveau cerveau, ça peut jouer des tours. Après, je crois que c'est surtout au-dessus de 8000 mètres où il y a le plus gros risque, parce que l'hypoxie est tellement forte que, effectivement, les capacités du cerveau sont bien réduites. Et c'est là où tu vois surtout beaucoup d'hallucinations et de choses comme ça. Chose qu'on n'a pas eu. Donc ça va. Donc ça va. Alors, on va enchaîner avec la question d'Amandine maintenant, qui va bientôt avoir 10 ans, qui les aura certainement à la sortie de l'épisode, hein. Bonjour Mike, est-ce que tu t'es déjà mis en grand danger? Je suis contraint de répondre oui. Et pas qu'une fois. Ouais, bah oui, on parlait de cette fameuse limite. Bon bah voilà, on y est, hein. Ouais, alors, première fois, je pense, enfin significative, c'était les Anscars, clairement, où je me suis retrouvé sur une très très mauvaise pente au-dessus d'une rivière, pente très inclinée en sable, un truc vraiment vraiment immonde.
et c'était que du sable et des petits gravillons. Dès que je posais le pied, ça partait instantanément, ça partait sous mes pieds. Et j'avais quelques heures, j'avais 8-9 heures dans les jambes de ma journée, à faire que des montées-descentes le long de cette rivière-là, sur les hauteurs. J'en pouvais plus. J'étais exténué, et j'arrive, dernier virage, je vois cette pente horrible, mais vraiment horrible en face de moi. C'était raide, c'était glissant, il y avait pas de chemin parce qu'il était passé sous des coulées de sable et de gravillons. Et je dis putain, j'ai 40 mètres à faire jusqu'à l'autre côté. Je dis c'est bon, j'ai fait 9 heures de marche, il me reste 40 mètres à faire, je vais pas rester bloqué là. Et je soufflais, je dis mais c'est pas possible. Je regardais en bas, je dis c'est un toboggan sur presque 700 mètres jusqu'à la rivière, c'est un toboggan. Si je pars là-dedans, je vais voler. Littéralement, je vais voler. Bon, je vais m'écraser après, mais je vais voler. Et je pose mon sac et je dis bon, ouais, je vais tester, juste avec les bâtons, en tapant un peu du pied, essayer de faire quelque chose pour traverser. Je mets un pas, ça va, je tape le deuxième pied sur le sol et il y a tout qui part sous mon pied. Je recule, je dis bon, je souffle, deuxième essai, oui, je repasse, je fais 2-3 pas, ça repart. Je dis oh là, c'est une catastrophe le truc. Et je voyais le positif, tu vois, faut voir le positif dans tout, je me dis, c'est que 40 mètres, et puis finalement, si tu peux faire les premiers pas, c'est qu'il y a moyen de le faire. Je me dis, soit je fais demi-tour maintenant, ma traversée du Zanskar, elle est fichue, parce que je vais devoir, toute la journée, de demain, ça sera remonter la vallée que je viens de monter, et les 4 jours qui suivent, il va me falloir 4 ou 5 jours pour reprendre l'embouchure de la vallée qui m'attend demain, si je traverse là. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, et j'écoute mon cerveau qui me dit, fais demi-tour. Ou j'écoute pas mon cerveau, j'écoute je ne sais pas quelle partie de mon corps qui me dit non, c'est bon, ça passe. Comme disait Steven Eric, ça passe large. Large. Bon, les gens étaient pas là Quels quand même. furent ces derniers mots? C'était un petit peu ça l'état d'esprit, c'était bon, si je m'engage là-dedans, faut que je me dise ça passe large. Donc je mets mon sac sur le dos qui fait 20 et quelques kilos en me disant ça va me tasser un peu plus. Pas du tout. Et je commence à avancer sur ce truc, et puis au bout de 3 pas, je me dis, de toute façon, maintenant, je suis engagé dans la pente, en fait, il y a pas d'issue, quoi. Il y a pas d'issue, je peux pas faire demi-tour. Une fois engagé avec le sac sur le dos, si je recule, c'est bon, je vais descendre. Donc, là, c'était assez particulier, parce qu'effectivement, j'ai vu, je sais pas, c'est quelque chose qui revient souvent, mais l'impression de se voir à la troisième personne. Donc, je n'habitais plus mon corps. C'était, ok, maintenant tu mets un pied devant l'autre, tu traverses ce truc, on verra après. Et là, j'ai complètement déconnecté. Je me vois sur cette pente, je me vois traverser, littéralement, Je comme crois que si c'est je me un peu regardais. traumatique, là, en général, quand il y a ça. Ouais, clairement. Ouais. Là, c'était trop. C'était le fameux Je fil. veux tellement pas vivre ça que tu vois, je sors déjà du corps, le corps, tu te démerdes. C'est un petit peu ça, je pense, ouais. Ouais. Parce que ton instinct de survie, là, il est en train de quitter ton corps. Il dit, de toute façon, instinct de survie, non, mais tu vas pas survivre. Si tu glisses, si là je glissais, j'étais mort. Donc, il n'y a aucune Pas alternative. Je demi-mesure. peux pas me raccrocher à quoi que ce soit. Et puis j'étais engagé sur le truc. Donc, je dis, c'est parti, quoi. Et j'ai fait ce truc-là, donc je traverse de l'autre côté. Je dis, c'est bon, c'est passé. Sinon, je serais pas là pour en parler. Et je redescends derrière, dans des pentes jusque là où je devais poser ma tente, et j'arrive en bas, je m'assois sur un caillou, et le souvenir que j'en ai, c'est que je relève la tête, je regarde ma montre, et je dis, purée, ça fait 1h30 que je suis assis. Alors j'avais l'impression que je venais de m'asseoir sur le caillou. Ah ouais. Et là, t'as bien fait le caillou, là. Ouais, là, j'ai fait le caillou complètement. J'ai dit, merde, il va y avoir du lichen qui va me pousser dessus, ou de la mousse. J'ai l'impression d'avoir sauté une étape, et je me souviens pas du tout cette heure et demie là, je sais pas si j'ai pensé à quelque chose ou pas, j'ai complètement déconnecté. T'avais eu un gros stress là. C'était un peu le contre-coup ouais, de c'est ça. ouais. Ah ouais. Et puis en termes de danger, la dernière fois en date, c'était début de cette année, où je me retrouve à skier au Sarek, donc parc qui est au nord de la Suède, au niveau du cercle polaire. Et je me retrouve dans une tempête, mais à un endroit où c'était pas top. C'était un col avec très peu de neige, mais des très gros vents, des températures. Donc là, on était sur les moins 25 à moins 30. Le vent, ça commençait à être 80, 100, 120 km/h en rafale. Et en fait, je pouvais pas poser la tente. J'étais sur mon col, j'étais à au moins 15 km de n'importe quel refuge. Je pouvais pas poser la tente, je pouvais pas faire un trou de neige, parce qu'il n'y avait pas assez de neige. Il n'y avait pas un contrefort où je pouvais m'abriter, rien du tout.
et ça durait, et ça faisait qu'empirer. Et j'étais tout seul, donc je me dis, bah là, comment je fais pour monter la tente? Je peux pas. Ma tente, elle était déployée, elle était déjà par terre. J'étais allongé sur ma tente pendant 30 minutes, pour pas qu'elle s'envole, et, donc j'avais que mes vêtements de ski classiques, hein, une veste de ski, pantalon de ski, les chaussures, on va dire, prévues pour du froid, mais pas du froid extrême, et j'avais mon masque sur le visage, et en fait, il y a tout qui commençait à geler. Je ressentais pas le froid, mais je voyais que j'avais les gants qui devenaient blancs, le masque, je voyais plus rien, et ça faisait qu'empirer, et je sentais que le froid commençait à être invivable, et je me dis, mais là, il est 18h, qu'est-ce que je vais faire? La nuit va tomber, dans 10-15 minutes, il fera nuit, qu'est-ce que je vais faire? Et je trouvais pas de solution. Et à un moment donné, ça s'est un petit peu calmé, j'ai tout replié comme j'ai pu, j'ai jeté ça sous un gros caillou qui était à côté de moi, je me suis mis assis dessus, pour pas que ça s'envole, forcément. Et là, un petit peu comme aux Anscars, je me suis retrouvé assis sur ma tente et sur mes arceaux. Sauf que là, par contre, j'ai vécu le moment. Donc là, j'ai vécu la détresse, clairement. J'essayais d'apporter des solutions à haute voix ou dans ma tête. Je disais, ok, faire un trou de neige. Non, tu peux pas. Il y a pas assez de neige, il y a aucun relief. Ok. Solution suivante, monter la tente. Tu peux pas. Il y a trop de vent. Donc j'ai grainé les solutions. Et à chaque fois, il y avait un stop derrière en disant c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Aucune option. Et j'en suis arrivé aux dernières solutions qui disaient ok, maintenant c'est marche forcée jusqu'à un refuge. Ouais, une GPS en dessous de -20, il est mort. Tout ce qui est cristaux liquides, ça gèle. Wow. Donc même si je le mets sous la veste, à partir du moment où je vais le sortir ou je vais l'exposer pour regarder, il commençait à se rapprocher -25, -30 sans le vent, hein, donc avec le vent c'est encore pire. Bah non, en fait, le GPS il est mort, il est éteint. Et qui dit pas de GPS dit pas de navigation, parce que la boussole, sans rien voir du tout, dans un coin que je connais pas, et sans pouvoir tenir quoi que ce soit comme bout de carte, parce que le vent était horrible, je me dis, voilà, ça va être tendu. Aller skier, même juste avec la boussole, vers un point cardinal, sur des reliefs que je ne vois pas, que je peux pas deviner. Je connais, j'ai fait au Hardangervidda, hein, ça finit en chute et en secours motoneige. Sauf que là, le secours, je le déclenche comment? Mon GPS, il est éteint. Il est mort. Je peux pas envoyer des SOS. Donc qu'est-ce qui se passe si je tombe ou si je m'égare ou... Allez, là j'ai... situation de merde. Ça, c'était c'était le dernier en date. Je pense pas, sincèrement, objectivement, je pense pas qu'il y avait de risque létal. Pas à l'instant T, parce que je suis resté sur place, justement. Je me suis pas lancé dans un truc au hasard. L'hypothermie, quand même, l'hypothermie sévère. Hein, par contre, il y avait risque d'hypothermie et surtout de gelure, je pense de gelure sévère très rapidement. Parce que je me suis dit, dernier recours, ça va être de remonter la vallée que je viens de descendre, à ski, très doucement, et d'avancer. Et puis si ça se calme, je poserai la tente. Si ça se calme pas, je redescendrai la vallée, parce que je la connais, je viens de la faire. Et je remonterai, et je redescendrai jusqu'à 8h le matin, jusqu'à ce qu'il fasse jour. Sauf qu'il était 18h le soir. J'ai pas envie de faire ça. Je veux pas faire ça. Par chance, ça s'est un tout petit peu calmé, et en 4 minutes chrono, j'ai réussi à monter la tente aussi fort que je pouvais, et aussi vite que je pouvais. Mais avant ça, j'ai passé, je pense, 5 à 10 minutes à hurler dans le vent, à pleurer sous mon masque, et à me dire, mais là, je me suis mis dans la merde, je vais peut-être pas y passer, mais je vais y laisser des doigts et des orteils. Et là, ça, c'est sûr et certain, je vais me taper des gelures, et je commençais à être dans un état de détresse terrible, parce que je me disais, tiens, t'as voulu partir seul, et voilà, t'es bien, là. Ce serait pas mieux à deux, accompagnés? Parce qu'à l'instant T, là, j'avais besoin de quelqu'un. C'était pas, moi, je pouvais plus prendre de décision, j'étais plus rationnel, il y a plus rien qui fonctionnait. Elle est belle l'autonomie, là. Là, maintenant, t'as besoin de quelqu'un. C'est pas une envie, c'est pas j'aimerais voir quelqu'un. C'est que j'ai besoin que quelqu'un me sauve, grosso modo. Et il y avait personne. Il y avait que moi. Donc j'ai passé 5-10 minutes avant de pouvoir vraiment reprendre le dessus sur cette pensée-là, de dire il faut que quelqu'un m'aide, il faut qu'un facteur chance intervienne, il faut que... Voilà. Il a fallu quand même 5-10 minutes avant que j'arrive à reprendre le contrôle de cette émotion, et à transformer ça en, ok, dans le pire des cas, tu vas marcher, tu retournes sur tes pas, tu remontes la vallée, tu la redescends, tu fais ça toute la nuit s'il faut, ça va bien se passer, et bien à un moment donné, tu vas réussir à faire quelque chose. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que ça... Enfin,
Non, quand on dit 5-10 minutes dans la vie de quelqu'un, c'est pas long, mais Oui, mais quand tu es en train de psychoter, si, c'est ça. ça C'est tricote ça. très vite. Hein. Vraiment, Ouais. ouais. Quand tu sens que c'est la seule émotion que tu as dans ta tête, c'est ce désespoir, c'est terrible. C'est terrible. Réussir à passer au-delà, ça a été très, très instructif aussi. Parce que je savais que j'en étais capable de passer outre cette émotion et de remettre les pieds sur terre et de me dire non, il y a des solutions, t'as juste pas trouvé la bonne. Mais il a quand même fallu de longues minutes pour que ça arrive. Donc voilà, c'était mes deux expériences de danger un peu trop poussées. Ouais, un peu pas mal, là, ouais. Et maintenant, tu sens que ça a renforcé ton caractère, en fait, de pouvoir te dire, bah, voilà, c'est pas à refaire, mais j'ai trouvé quand même une Ouais. manière de calmer mon mental Si et jamais de ça me devait sauver ma peau, quoi. effectivement se reproduire, ça m'a donné des clés. Des clés, alors c'est des clés personnelles parce que c'est pas des choses que tu peux appliquer à tout le monde. Pour certains, ça va être d'énoncer les choses à haute voix. Pour certains, ça va être justement de se taire et de faire le vide pendant quelques minutes. Pour certains, c'est la respiration. Toi, Chacun c'est a toi sa qui t'as façon de tiré du faire. truc, c'est de faire le vide? Hein. Moi, ça a été effectivement de complètement arrêter de penser et de laisser de me laisser hurler, chialer si j'en avais envie. Ensuite, de me taire complètement, de faire le silence dans ma tête, dans la voix et dans la tête, de, de, de ne pas me focaliser sur les sensations de froid, de douleur, de désespoir ou autre. Juste me trouver quelques instants pour faire le vide, faire un vide complet. Et ça suffit après à ce que les idées reviennent, mais elles reviennent sous d'autres formes. En disant oui, mais alors ok, je peux pas faire un trou de neige, mais si je vais plus loin, est-ce que je peux en faire un plus loin? Et si je dois aller plus loin, autant que j'aille du côté que je connais déjà. Enfin après, voilà, tu trouves des solutions qui sont plus ou moins les mêmes que celles que tu as déjà évoquées, mais eux te mettre tout de suite en face d'un mur qui te dit non, c'est pas possible, euh, tu commences à entrevoir une petite fenêtre à chaque fois. Ce Mm. mur que t'as dressé avant, bah, t'es en train de le casser. Tu mets des coups de masse dedans et t'enlèves des morceaux et tu vois des petits rayons de lumière. Et ça, la clé absolue. Il faut réussir à choper un truc positif. Il faut te raccrocher à quelque chose. Moi, je crois que je fonctionne un peu comme toi, là. Coco de pression, au moment où il faut absolument laisser sortir la vapeur, ça siffle un bon coup, là. Ah oui, ouais, surtout. Puis t'attends que Ouais. ça se refroidisse un petit peu, et là, tu peux ouvrir et regarder s'il y a quelque chose d'intéressant à aller grailler là-dedans. Mais De toute manière, tu peux pas prendre, tu peux pas prendre de décision importante, vitale. Tu peux pas prendre de décision vitale pour ta santé, ta sécurité à cet instant-là, sous le coup de l'émotion. C'est pas possible. Ou alors, si tu le fais, t'acceptes que ce soit la chance qui décide à ta place. Un peu comme ce qui m'est arrivé aux Oscars. Tu décides sur un coup de tête d'y aller, sans avoir la sagesse de dire est-ce que ça passe réellement ou est-ce que c'est juste moi qui ai envie de passer. Et ben là, à ce moment-là, tu t'en remets à la chance, t'as la vue à la troisième personne qui se déclenche, et puis le petit spectateur, ben, soit il voit l'acteur mourir, soit ça fonctionne, soit ça passe. Cette chance-là, je l'ai eu une fois aux Oscars, je veux plus la vivre. Ce que je te disais, la limite, en début d'interview, la limite, je veux pas la connaître. C'est très désagréable d'être sur le fil de la limite. Voilà, parce qu'à cet instant-là, tu vas avoir une décision à prendre qui t'emmènera d'un des deux côtés du fil. Bon, à part Goggins, lui, il court sur le fil, il choisit d'être entre les deux côtés. Moi, j'aime bien être du côté de la vie. Voilà. Côté vivant et pas côté mort. Parce que ton pied, il a vite fait de choisir le mauvais côté quand même. Hein. Donc, pour prendre cette décision-là, il faut que tu sois pas calme, parce que t'es jamais réellement calme quand t'es en situation de détresse totale, mais il faut que tu arrives à avoir un tout petit espace pour faire germer quelque chose, parce que si tu tournes en boucle sur le négatif, tu ronchonnes le truc, ou tu t'exprimes pas tes émotions, c'est fini. C'est fini. ouais. Mm. Le, le partage et la transmission sont des valeurs qui te tiennent à cœur. Donc, explique-nous un peu ce que tu as envie de transmettre dans ce très beau blog que tu as. Là, tu viens de bien nous faire vivre un truc bien intense. Là, je te remercie. Euh, quelle est la transmission? Quelles sont les valeurs que tu voudrais qu'ils soient captées quand tu partages comme ça? Voilà, intrinsèquement, si je partage, je pense que c'est mon propre point de vue que j'essaye de mettre en avant, donc ça va être mon attrait principalement pour la beauté, pour l'émerveillement. Euh, si je peux, au travers d'une photo ou d'un récit ou autre, donner envie d'aller
voir un paysage par soi-même, c'est très bien. Je pense que tu vas noter vis-à-vis de mes écrits, souvent la destination, elle est certes importante, mais la façon d'y accéder aussi. Je pense que si tu veux aller voir les plus belles couleurs au Drakensberg, bah, il faut y aller seul ou à deux, il faut y aller euh, avec tes petits pieds, avec ton sac sur le dos, et bah, il va falloir faire plus qu'un jour de randonnée. Donc bah, c'est inconfortable, c'est pas facile, c'est déjà pas facile de se lancer, c'est pas facile quand il y est non plus, mais ça vaut la peine. Et une fois que tu es en train de monter ton bivouac, bah juste pour prendre le premier exemple, le premier jour qu'on a eu, on monte la tente sur les hauteurs du Drakensberg dans un temps épouvantable, il y a de la grêle, de l'orage, la totale. Et on a juste l'espoir que ça va se découvrir parce qu'on est au-dessus des plus hauts chutes du monde. On est juste au-dessus de Tugela Falls qui fait 900 et quelques mètres de hauteur. Et on se dit, bah, si ça se découvre, bah, ça va être sensationnel. Sauf que pour vivre ça, bah, il faut y aller. Il faut y aller. Et ce que je veux transmettre, c'est que ça en vaut la peine d'y aller. Il faut y aller pas pour y aller. Il faut aller vers ce que tu as envie de faire, ou l'endroit que tu as envie d'aller, qui t'as envie d'être. Peu importe. Hein. Mais faut faire ce premier pas. C'est dur, j'en suis témoin, c'est très très dur hein, de commencer. Mais peu importe si après ça fait mal, s'il fait froid, si c'est long, si on a si on a des mauvais moments à passer, des choses comme ça, s'il y a l'orage qui vient, s'il y a la grêle, s'il y a tout ce que tu veux, si t'attends à les tremper, bah, le lendemain matin, ou même le soir même, les nuages ils se sont barrés et on a eu un panorama, mais un panorama de fou furieux. On était au bord du monde avec les nuages qui sont levés, un ciel qui vire à l'orange et au violet, et 960 mètres de chute d'eau qui partait sous nos pieds, là, dans des profondeurs, mais des profondeurs insondables, abyssales. C'était un spectacle incroyable. Et puis le lendemain, on repart, bah, peut-être qu'il y aura à nouveau des nuages et peut-être qu'il y aura une autre tempête. Mais le point de vue qu'on a eu le soir suivant, bah, il était exactement pareil, c'était complètement zinzin. Et en fait, c'est une très belle allégorie de la vie, c'est que tu vas souvent avoir des nuages au-dessus de ta tête, tu auras souvent un petit orage ou un truc qui va te passer sur toi. Des fois, ça dure longtemps, hein. Clairement, hein. Ça dépend des épreuves que chacun vit. Mais quand on attache de l'importance au pourquoi, pour moi, c'est souvent la beauté et l'émerveillement, et ben, le chemin, certes, est difficile, mais à la fin, il en vaut la peine. C'est vrai que parfois, quand tu as des conditions épouvantables, c'est là que tu vas voir un truc justement encore plus magique qui se passe. Je me souviens quand on était en Australie, comment ça s'appelle encore, les Blue Mountains. On allait voir justement des superbes paysages, sauf que quand c'est bouché, bah, tu vois rien. Ouais. Et on a dû attendre que ça se lève. On est revenu à cet endroit-là le lendemain matin. Et justement, les gens disent: «Oh, vous avez pas de chance, on n'a jamais vu ça ici, machin, bazar, à cette période-ci». Donc tu dis: «Ouais, c'est ça, rajoutez-en une couche, on est content». Et puis alors tu reviens et en fait, justement, il y avait du coup toutes des brumes qui n'existent pas du tout d'habitude et qui rendaient l'endroit mais complètement irréel. Et une dame disait: «Moi j'habite ici, depuis toute petite et j'ai jamais vu ça comme ça. C'est comme c'est magique aujourd'hui». Et tu vois, tu te dis, voilà, on sait jamais si c'est pour un mal ou pour un bien, donc faut toujours rester, positif, c'est vrai. C'est vrai que je me Ouais, souviens c'est encore ma sûr. petite fille qui a trouvé le mot juste. Elle dit: «Maman, j'ai l'impression qu'on est dans un rêve et qu'on est tous en train de faire le même rêve ensemble». Et c'était tellement beau quand tu sais qu'en Australie, on est dans le pays des rêves, hein, puisque les aborigènes Oui. parlent beaucoup du fait que c'est un rêve en fait qu'on vit. Et je trouvais ça tellement, ouais, c'était magnifique. Donc c'est un des plus beaux souvenirs finalement, c'est ce temps de merde imprévu qui a donné lieu à un lendemain juste prodigieux, quoi. Ouais. Ouais. On en revient toujours au même, il faut y aller, faut oser y aller. Alors, ouais, bah, des fois, ton temps pourri il va rester, hein. Ah Pas oui, de c'est mystère, tu vas ça. arriver à ton sommet, bah, il fera moche, c'est le jeu, hein, faut l'accepter. Quand tu pars sur des voyages outdoor ou des grosses aventures, par les joueurs d'Angervida ou du Sarek, alors d'Angervida, j'y vais début février, je sais très bien qu'il peut faire pourri pendant 2 semaines consécutives. Là, t'as vu Jonathan, il en est le meilleur exemple. Ah oui. J'attends la barre, il part 2 semaines après moi pour éviter un petit peu le même scénario, et se retrouve dans le même scénario en pire. Donc il Ouais. prend aussi vent sur vent, il prend de la neige à gogo, et c'est une catastrophe totale. Mm. Donc ouais, on le sait quand on vit des aventures outdoor, bah, à l'extérieur, c'est pas nous qui décidons. Donc nous on est invités
On s'invite à un endroit bien précis, on n'est que l'invité, on n'est pas maître des lieux, donc on va, ok, bah, peut-être il fera moche, peut-être il fera moche tous les jours, et c'est horrible pour ton voyage, mais c'est une leçon aussi, malgré tout. Donc, Qu'est-ce que tu en retires? Tu as déjà eu un voyage qui était pourri de A à Z, là où tu aurais dû voir des belles choses. Et est-ce que tu arrives vraiment à positiver ce voyage quand même ou pas? je dirais le Hardangervidda, ouais, quand même, en 2023. J'ai eu un jour et demi de beau temps, j'ai eu 3 tempêtes, et le reste c'était des jours blancs complets. Je ne voyais rien du tout pendant 8 heures de ski par jour, j'avais le nez sur le GPS, vraiment littéralement le nez dessus pour dire faut que j'aille là où j'ai enlevé ma tente le matin, à l'endroit où je vais poser ma tente ce soir. Je voyais rien du tout, donc j'ai eu un jour et demi pour profiter un petit peu du cadre, sinon c'était de temps en temps un rayon de soleil le matin, un peu l'après-midi, et le reste du temps je ne voyais mais rien, c'était immonde. Et t'étais quand Et même ouais, content de l'avoir fait? Ouais? T'as quand même ouais, réussi à positiver? alors j'ai toujours le regret de pas avoir fini comme je voulais finir, parce que bon, se casser la figure à la fin et se faire évacuer en motoneige à 15 bornes, de la route, alors que tu viens de faire une traversée complète d'un truc qui est exceptionnel, tu pourrais dire waouh, c'était un exploit d'aventurier, mais non, pas du tout, j'ai fini sur une motoneige, et en plus il a fait moche. Non, bah, je suis positif, oui, parce que je sais pourquoi j'y suis allé. Je suis allé là-bas pour me confronter aussi à ce risque-là et à ce milieu qui est dur, qui est intrinsèquement très dur. T'as froid tous les jours, même à -15, le froid il n'y a pas une minute où tu te sens confortable dans un environnement comme ça. Mais j'ai vécu une aventure incroyable. Juste parce que j'ai fait, comme ce que je t'ai dit, sur les 9 jours, j'ai fait le vide dans ma tête, mais comme j'ai jamais connu ça. Et ça, c'est quelque chose, je pense que si les conditions étaient meilleures, je l'aurais pas eu. Puisque cette année, j'ai eu, sur 2 semaines de ski, j'ai eu quasiment que du beau temps, à peu de choses près, à part ma petite tempête pas très agréable. Allez, j'ai eu 2-3 jours de mauvais, le reste c'était grand beau. Bah, mon esprit vagabondait beaucoup plus sur des idées du quotidien, sur tiens, qu'est-ce que je vais faire en rentrant, qu'est-ce que je vais regarder comme film, tiens, j'aimerais bien revoir Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, tu vois. Alors que Mmh. voir dans Garvida, pas une seconde, j'ai eu ça dans ma tête, pas une seconde. Mmh. Et Mode survie enclenché. je Ouais. pense, je pense que le cerveau il fait le tri, il dit bon, tes films Mmh. préférés, là, ils ont rien à foutre là, tu Laisse-moi garderas me ça pour quand concentrer. tu seras bien. Voilà, laisse-moi me concentrer, on a des choses à faire. Ouais. Et c'était pas la beauté comme on peut la définir, genre, par exemple des paysages très nobles, très grands, très beaux. Non, c'était des petits émerveillements. Tu vois que le matin, tu as un rayon de soleil, bah tu distingues juste un contraste sur la neige, une crête de neige, un trou d'eau sur un lac, un refuge qui est perché sur une petite colline. C'est des toutes petites choses comme ça, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que t'es dans ta petite bulle de mauvais temps, et puis d'un seul coup, t'as ça qui surgit devant toi, et tu fais waouh, c'est l'effet waouh, vraiment. Mmh. Tu dis, ah, c'est fantastique d'être là, et puis 5 minutes après, tu dis, oh, j'ai froid, c'est nul, et puis j'ai mal aux jambes. Et puis voilà, peut-être qu'une heure après, tu vois un autre truc, et tu fais, ah ouais, c'est super, et tout. Bon, Mmh. 10 minutes après, t'as nouveau froid, et t'as nouveau mal aux jambes, hein, Ouais. mais oui, j'en retire ça, c'est que si tu sais ce que je disais au début, si t'as vraiment un pourquoi qui est très fort, tu retireras toujours quelque chose de tes voyages. Après, je sais plus qui disait que généralement de tes voyages, tu ne retires que ce que tu y as emmené. Je suis assez d'accord avec ça Mmh. aussi. Mmh. Si Ouais. tu vas avec beaucoup d'énergie négative et que tu veux tout prendre et rien laisser, je pense que quand tu reviens, t'as rien dans les mains, clairement. Ouais, il y a ce conte philosophique que je vais massacrer parce que ça fait longtemps, mais enfin l'esprit sera le même. Donc j'essaierai même pas de le situer sur un continent ou l'autre. Je sais plus. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive à bout de brousse, mais que ce soit dans la jungle en Afrique, je ne sais plus. Mais dans un village très 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 reculé, il va voir le chef du village. Il dit ah, je suis tellement heureux d'être arrivé. Les gens ici, comment ils sont? Je voudrais savoir votre peuple, ses valeurs. Il dit le chef du village dit mais comment ils sont chez vous? Ah, chez nous, les gens ils aiment ça s'entraider, ils sont positifs, ils aiment Ah, rigoler, c'était pas la France alors. oui,
Non, je sais pas d'où il vient non plus, effectivement. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Il est français, il peut dire tout ce qu'il veut. Et le chef du village dit bah ici ils sont comme ça aussi. Et puis il y a un autre étranger qui arrive et qui pose exactement les mêmes questions. Le chef réplique par la même question en disant mais chez vous comment ils sont? Ah ils sont mesquins, ils sont voleurs. Faut se méfier de tout le monde sinon on se fait avoir machin etc. Et il dit bah ici aussi. Et puis le premier voyageur, il dit vous m'aviez dit le contraire là. Il dit non, mais vous allez percevoir chez les gens c'est avec quoi vous venez en fait. Et Complètement. je trouve ça tellement, tellement vrai. Ouais. Complètement. Et c'est totalement vrai pour l'humain et c'est totalement vrai pour les paysages ou l'ambiance même de ton voyage. Tu arrives avec beaucoup de préjugés en milieu pop. De toute façon, si tu arrives avec que de l'émerveillement dans les yeux quand tu vas sur une expé polaire, hein, ou Hardangervidda, au Groenland, ou ce que tu veux, bah, tu vas très vite déchanter. Très vite déchanté. Si tu penses que c'est parce que tu as vu l'Odyssée de Nansen ou un reportage sur Borgilusland et Maikorn, et ah oui, il y a des ours polaires, et puis il y a des aurores boréales, et puis c'est beau. Mais au bout de 2 jours, tu vas devenir fou. Quand tu vas prendre -30 avec du vent, que tu vois pas le bout de tes skis, que ta tente t'arrives pas à la monter, que tu sais même pas si tu vas faire fonctionner ton réchaud ou pas tellement il fait froid, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est nul à chier, c'est pas merveilleux, c'est nul. Et puis à l'inverse, si tu vas là-bas avec que des préjugés négatifs, tu vas retrouver la même chose. Tu vois, ouais, mais c'est très dur, c'est très froid, ah oui. Ah, tu vas arriver là-bas, oui, ça va être très dur et très froid, hein, ça c'est sûr. Maintenant, si tu arrives avec l'esprit beaucoup plus ouvert et que tu acceptes de sacrifier une partie de ton confort, une partie de ton physique, parce que tu sais que ça va être usant de faire ça, et que tu penses que tu peux y retrouver quelque chose voilà, qui te plaît, que ce soit dans les paysages, que ce soit juste dans l'aventure vécue hein, elle-même, bah oui, tu vas le retrouver. Donc c'est un grand état d'esprit, c'est pas être positif ou négatif à 100%, parce que ça c'est un truc de béni oui, hein, c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais quand tu arrives à faire un petit peu abstraction de l'émerveillement et du négatif, bah, tu arrives à te mettre sur une ligne de conduite qui est beaucoup plus entre les deux, et puis tu es beaucoup plus ouvert au positif. Après, c'est sûr que tu vas absorber le négatif aussi, mais si tu l'as accepté avant de partir, c'est très bien. Après, si tu sais que t'es fait pour les pays chauds, je reprends, j'ai une pensée pour Steven, qui disait, oui, les déserts, les machins là, moi tu me mets dans un désert, je meurs instantanément. Déjà parce que je suis ultra négatif à l'idée d'y aller. Mais dans un truc où il fait super chaud, je sais déjà que je ne vais pas survivre. Mais par contre, voilà, en milieu polaire, aucun souci, aucun problème. Peu importe les conditions, ça va le faire, ça passe large. Ça passe large. Oh, ok. Non, c'est vrai qu'on trouve ce qu'on est venu chercher quelque part. Ouais, c'est pour ça que quand on n'a pas d'attente, là, on peut peut-être enfin espérer trouver ce qui est réellement là. C'est ça qui est. Tout à qui est fait. bien. Si on devait relancer Tintin au Tibet version Mike Collin, ce serait quoi le décor, ton défi, les personnages de fiction ou réels que tu aimerais embarquer avec toi? Oula, sacrée bonne question ça. Bah si tu me dis Tintin au Tibet, ça sera forcément retour en Himalaya, ça, c'est sûr. Mais il y aurait probablement un sacré chapitre encore à écrire sur les milieux polaires, parce que maintenant j'en suis vraiment amoureux, et le Groenland notamment, je m'en cache pas, c'est quelque chose qui sera au programme les prochaines années. Hein. Il y aura de la traversée à ski au Groenland, ça c'est sûr. Après l'Himalaya, j'ai très envie d'y retourner aussi, parce que peu importe l'altitude, grimper sur ces géants de glace. Et tu le feras avec qui alors? Personnage fiction réel. Ah, si, ça va lui faire plaisir. Si je pars skier au Groenland, j'emmènerai Jonathan Labarre avec moi. Ah Parce qu'on a un peu le même état d'esprit, et puis j'embarquerai peut-être dans ma besace, que ce soit en packraft ou à ski, j'embarquerai bien un petit Julien Ibert aussi. Ah oui, bah, il est passé sur le podcast aussi, ouais. Parce que Julien aussi, c'est un sacré loulou, et j'aime bien, il est chouette. au-delà de ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il transmet. Pareil pour Jonathan. C'est des gens qui ont une vision que j'aime beaucoup, et je les emmènerai bien avec. Sinon bon, j'ai toujours des amis qui m'accompagneraient bien, hein, forcément. Bah là, il y aura de quoi faire une expo photo, hein, quand vous reviendrez entre Julien et toi. Vous êtes tous les deux de très très bons photographes d'ambiance lumineuse. Et... Ouais. Ah oui, là, il aime bien voir, il aime beaucoup les lumières et les ombres. C'est son grand domaine.
Yes, j'adore aussi. Ok, le défi alors que tu te lancerais, c'est quoi? Donc le Voilà, décor, on va clairement, dire Himalaya ou Groenland, le défi. le défi, on va partir sur le Groenland parce que c'est un rêve que j'ai accroché à la ceinture depuis quelques années maintenant et je me suis lancé au travers du Hardanger Vida ou du Sarek, je me Mhm. suis lancé là-dedans et j'ai vraiment envie de concrétiser ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours eu envie de le faire, mais je me suis toujours dit c'est trop dur pour moi. Jusqu'au moment où je me suis lancé, je me suis dit c'est non seulement c'est pas trop dur pour moi, mais je sens que je suis relativement fait pour ça sans être non plus présomptueux, hein. C'est juste que c'est un environnement qui me convient et dans lequel la dose d'inconfort va pas surclasser la beauté ou le confort que j'y trouve. Donc pour moi, je me sens à l'aise avec cette idée-là. Et le projet, clairement, ce sera la traversée à ski du Groenland, et ce sera autant de le faire que de le faire de belle façon. Donc j'ai envie de faire un départ à l'opposé de ce qui se fait d'habitude, donc plutôt sur la côte est, et une arrivée sur la côte ouest, et j'ai envie que ce soit un truc d'amateur. J'ai pas envie que ce soit organisé par une agence, ni en logistique, ni en transport, ni rien. J'ai envie que sur place, il n'y ait pas de guide ou de gens qu'on va pas nommer parce qu'on a peur que ça va nuire à nos carrières d'aventuriers. J'ai envie qu'on soit entre gens respectables, ou pas s'en faut, et qui ont de l'humour, une grosse dose d'humour, parce que ça va être indispensable pour ce genre d'aventure, et un gros mental, parce que là c'est pareil, avoir un désert blanc à perte de vue pendant 30 jours, c'est une expérience qui est belle, mais qui est pas donnée. Qui est pas donnée financièrement forcément, mais qui est pas donnée pour le cerveau non plus, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens, je pense, ne s'imaginent pas à quel point c'est difficile de supporter. Moi, je connais un petit peu cette sensation d'être seul dans ma tête et de me cogner un petit peu entre les murs de ma tête. Je connais ça en voyage, mais là-bas, c'est démultiplié. Celui qui a jamais vécu ça comme expérience, ça peut être un sacré choc de se retrouver, parce que bon, discuter entre copains, ok, ça fonctionne un temps, ça fonctionne sous la tente, ça fonctionne beaucoup moins bien quand tu skis, ça fonctionne moins quand tu skis l'un derrière l'autre, ça fonctionne encore moins quand il y a du vent, et je pense qu'au bout de 30 jours, de toute façon, t'as plus grand chose à dire à ton copain. Donc t'es très vite seul avec toi-même. Ok, donc Mike au Groenland après Tintin au Tibet alors. Ok, Ouais, ce sera bien. Ah, si vous le probablement faites ça. à trois là, les loulous, voilà, hein, je veux le débrief sur le podcast. Si ça Ah, arrive, t'arrives à je sais que réunir les la deux là, fine ils vont équipe. entendre ça, ils vont être tout feu tout flamme là. Parce que Jonathan, il a très 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 envie de ski quand même, hein. Bon, il a eu une mauvaise expérience au Hardanger, mais je sais que c'est un truc qui lui tient à cœur aussi, et ouais, ce serait pas mal qu'on concrétise ça aussi, parce que c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer dans la vraie vie, et pas que dans la vraie vie d'internet. Et Ouais, je pense qu'un projet à ski, ça serait un très beau truc aussi, hein. carrément. Parce qu'à vélo, je peux pas le suivre. On te donne la possibilité de vivre pendant 1 an dans un environnement extrême au choix, désert, jungle, banquise, montagne, avec des ressources limitées. Où irais-tu et quel serait ton objectif personnel? Ah, mais du coup, tu connais déjà la réponse. Ça Ah sera ouais. pas dans le désert, Non, c'est ça je certain. sais. C'est ça. Mais tu choisis une Et banquise ou une montagne? ce sera, c'est dur, c'est dur. Parce que la banquise, je vais pas dire qu'il y a rien à voir, mais c'est plat, relativement plat. La montagne, c'est beau quand même. Ah, je vais rester en montagne. J'en ai quand même une très forte appétence pour la montagne et j'aime bien les reliefs. Hmm. Alors, où exactement, je dirais, alors, Himalaya, je vais pas dire que je connais, parce à moins d'avoir tout fait, on connaît pas. Mais j'y suis déjà allé, donc je dirais plutôt le Karakorum, au Pakistan, Mhm. Yes. Ok. pour découvrir. C'est vraiment Découvrir. quelque chose qui est sur ma liste aussi, que je ne peux pas faire en tant que gendarme. Non? Ah non, pas le Pakistan, non. C'est Ah. pour tous les militaires, c'est niet. Ah ouais, je savais C'est pas. niet. Enfin, pas que militaire Ok. d'ailleurs. Tout ce qui est fonctionnaire ou autre, Ah pour des ouais. permissions particulières pour aller dans des pays un petit peu tendus au niveau politique. Donc Ok. pour moi, c'est niet. Ah, genre, Un ouais, jour c'est... peut-être. Tu devrais faire ça avec des ressources limitées 1 an Ouais, en complètement. isolement dans la Complètement Karakoram. Karakorum, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Trop bien. Est-ce qu'il y a un objet que tu emmènes dans toutes tes aventures? Un truc que tu dis, ah oui, ça c'est mon truc, ça je pars pas sans mon... Bon, un objet pratique, ce serait mon Opinel. Parce que là, Tu il m'aurais peut dit sans mon m'aider. rasoir, je t'aurais pas cru, hein. Non, non, je C'est de l'oublie, l'audio, j'oublie. il a une barbe là pour le moment, hein. Le
malheureusement, j'oublie à chaque fois le rasoir, c'est terrible. Tandis que là, tu peux encore la tailler à l'opinel si ça devient trop prenant, ça va, c'est bon. Mais non, l'Opinel pour le côté pratique. Mais non, mon vrai objet, ce serait quand même mon petit carnet d'aventure avec son stylo. Parce Extra. que chaque voyage que je fais, j'écris Ouais. systématiquement. J'adore. Quel est le fail qui t'a le plus appris, l'échec, l'erreur qui t'a le plus appris? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Ah. Alors, en termes de voyage, ce sera le Hardanger Vida, parce que je me suis cassé la figure à la fin et que j'ai fini sur le motoneige à la place de finir sur mes skis. Ça m'a appris, si je peux dire, que rien n'est jamais gagné par avance, parce qu'on se voit très vite lancer sur son projet. Tout se passe relativement bien, même quand c'est dur, parce que là c'était vraiment très difficile depuis le premier jour. J'ai pris une tempête le premier jour. Tu surmontes la première tempête, tu te dis bah c'est bon, je peux survivre à toutes les tempêtes. Tu fais tes premiers 100 km, tu dis je peux faire des milliers de kilomètres. Et c'est toujours bien d'avoir un petit rappel à l'ordre, de te dire tu peux le faire. Mais n'oublie pas que t'es pas le seul à décider, et que t'es pas immortel, et que t'es pas hermétique à tout événement extérieur. Tu peux tomber, tu peux casser du matériel, Et sincèrement, alors ça concerne peut-être que moi, tant pis, mais c'est quelque chose que j'avais tendance à occulter, en disant qu'effectivement une fois que t'es lancé, c'est facile. Faire le premier pas, et après, oui, ok. Ouais, faire le premier pas, c'est le plus dur. Une fois que t'es dedans, faut pas oublier où t'es, et dans quelles conditions t'es, et en particulier dans les environnements extrêmes. Il faut vraiment, vraiment rester concentré du premier au dernier jour. C'est un truc que pourtant j'ai appris en alpinisme et en montagne. C'est pas fini tant que t'es pas de retour à la maison. Même pas à la voiture, à la maison. Parce que, Ouais. voilà. Beaucoup d'accidents arrivent juste avant de rentrer chez soi. Hein, ouais. C'est ça, et puis même en alpinisme, c'est souvent la descente. Les gens, ils arrivent au sommet, il y a l'euphorie du sommet, je suis content, j'ai fini. Non, Ouais, ça y est, non, c'est fini. Non. T'as même pas fini quand t'es au refuge, tu peux encore te faire une cheville en bas. Non, t'as fini quand t'es à la maison, à la voiture, voilà. Ça, c'est plus acceptable déjà comme pensée. Mais après, voilà, ça, en termes d'aventure, on va dire, c'est le seul truc qui m'a vraiment marqué en termes de ressenti ces dernières années. Et de manière plus personnelle, en échec réel, c'était les années 2013-2014. Où là, c'était un échec, on va dire, plus humain, un échec humain. J'ai échoué dans ma vie, grosso modo, et le fait de repartir, de remettre le pied à l'étrier, bah là, par contre, ça t'apprend que un échec, c'en est un que quand tu baisses les bras, quand t'abandonnes. Donc, tant que t'arrives à avancer, à refaire un pied, un pas en avant, bah, si tu peux plus courir, tu marches, tu peux plus marcher, tu te mets à quatre pattes, tu rampes, tu fais ce que tu veux, mais t'avances. Avance, fais quelque chose. Voilà, c'est dur. C'est très très dur. Hein. J'étais pas dans le plus profond des gouffres non plus. Mais j'étais à une période de ma vie où, quand je pars aux Anscars, je me dis, ouais, bah, tant pis, si je me casse la gueule là-bas, j'en ai rien à foutre. Et puis quand, dès le premier jour, tu reprends confiance en toi et qu'au deuxième jour, tu dis, putain, c'est magnifique d'être là, je suis trop content d'être là. Je serais content de rentrer aussi pour le raconter, et je serais content de retourner pour refaire un autre truc. Tu vois, ok, c'est bon. C'est bon, t'as remis un pied du bon étrier. côté. Ouais. C'est ça. Ah, mais mettre de la distance, c'est vraiment ça, on dit prendre du recul, ouais, mettre ses distances. Pour moi, ça Voilà, fonctionne en tout cas. ça marche, ouais, à fond. Le succès dont tu es le plus fier? Et ben exactement le même que l'échec que je viens de t'énoncer. Le Yes. fait de remettre le pied à l'étrier, après 2 années vraiment, vraiment très compliquées, c'est en termes de réussite, aucun voyage, aucun achèvement, je sais pas si ça se dit en français achievement, mais aucun voilà, Accomplissement. c'est ça, Achievement. aucun accomplissement. Je parle vraiment là en termes de métriques ou de statistiques, en termes d'aventure, en termes de ce que tu veux. Aucune distance, aucun sommet n'aura jamais d'égal au fait de te sortir toi-même d'une situation qui est compliquée humainement, et de voilà, si demain ta vie elle est pourrie et qu'après-demain elle est belle, bah ça c'est une réussite fantastique. Ça, tu savoures, quoi. Ouais, Donc tu savoures vraiment. très clairement, moi c'était de l'écho, que j'étais fait pour ça, et que j'avais vraiment envie même si c'est tardif, il n'y a pas d'âge pour ça. Non. Je crois que Mike Horn, il est pas tout jeune, mais il fait encore des beaux trucs. Ah, il va vers sa soixantaine, là, tout doucement. Et oui. S'il les a pas Et il est déjà, encore en expédition. Donc ouais, tout à fait. ça va, il me reste un paquet d'expé à faire et un paquet d'années. Ouais, mais oui, carrément. Ouais, ce que tu dis, ouais, ça me fait penser, on en discutait avec un docteur en psychologie, figure-toi. Nous étions partis dans je crois que c'est un Pixar, celui-là.
C'est vice versa, je crois que ça s'appelle. Si t'as pas Ah d'enfant, tu oui, connais peut-être pas c'est le truc des possible. émotions là. Et en fait, Ah on non, voit celui-là, que non, j'ai pas vu. c'est quand joie veut absolument éliminer la tristesse que en fait la joie n'est plus possible non plus. En fait, parce que Ah un, un des plus beaux souvenirs de la personne, c'était justement avoir été consolée à un moment de tristesse. Et donc après, il y a eu quelque chose qui était vraiment vraiment positif derrière. Donc voilà, je crois que c'est peut-être ça aussi un des secrets, c'est d'embrasser aussi bien l'ombre que la lumière, parce que finalement, c'est lié, quoi. Mm. exactement. Exactement. Ouais, Pas de belle vue à ton bivouac si t'as pas marché ou skié dans le dur pendant quelques heures avant. Ça, c'est sûr. ouais. Même si la vue est la même, si tu ne l'as pas, entre guillemets, mérité, en tout cas, peut-être préparé pour, si tu arrives juste en voiture, tu fais la photo, tu repars, t'auras pas profité, en fait. Tu t'es Non, pas assez bon, ouvert, presque aucune des émotions que tu t'es aurais pu pas ressentir en préparé. ayant allé chercher Ouais, ça par toi-même. ouais. C'est ça qui est dingue. Même paysage, même personne, mais pas du tout le même cheminement, dans tous les sens du terme. Impossible d'avoir le même résultat, quoi. C'est ça qui est beau. Exactement. Alors, c'est quoi les ingrédients pour toi pour vivre ses rêves? Waouh. Pour les vivre, faire Mhm. le premier pas, ça Faire le c'est premier pas. J'adore. On peut rester là parce que pour vivre les rêves, oui, là c'est il y a pas juste le ça. choix. Le choix, Mhm. tu peux rêver autant que tu veux. Un rêve, c'est quand tu dors, que t'es allongé dans ton lit et qu'il se passe absolument rien. Mais quand tu te réveilles, il se passera toujours rien. Mhm. Donc, il y a un moment donné, il faut sortir du lit. Il faut sortir du lit, il faut t'habiller, il faut aller dehors. Et c'est là que ça commence. Mhm. Et comment on dit, il n'y a pas de petits rêves. On parlait de là, moi je suis plutôt outdoor, donc c'est plutôt des aventures un peu à dominante physique ou des choses comme ça. Mais on parlait aussi de langue étrangère, on parlait de, je sais pas, d'aller s'installer dans un autre pays, des choses comme ça. Il y a pas de petits rêves, mais si tu veux le Exactement. faire, il faut te mettre en route. D'une façon ou Ah, d'une autre, faut que l'action succède à la réflexion. Et tu peux pas attendre d'être prêt parce qu'en fait, t'es jamais prêt. T'es jamais prêt. il faut vraiment se lancer avant d'être prêt. Ça, c'est un truc qui revient C'est ça. super souvent aussi et qui est important. Les réponses viennent en route et souvent, de toute façon, tu peux Exactement. planifier pendant 3 ans. Tu arrives sur la route, tu te dis, ah, mais dis donc, c'est pas du tout ça, j'avais pas prévu. Donc, ça sert Oui, à rien d'aller trop. Faut être préparé suffisamment, mais pas jusqu'au dernier quart. c'est ça. On va dire faire le savant mélange entre tes compétences, tes envies, et puis laisser une grande part d'incertitude en disant, on verra bien ce qui se passe. Voilà, là. Une citation qui t'inspire. Il y en a une que j'ai vue hier, qui est toute fraîche. Non, je vais laisser celle qui est tatouée sur mon bras parce que on va essayer de finir sur du positif quand même ton interview. C'est un memento mori que j'ai sur le bras. Ah Et ah. Comme Sylvain il y a Tesson, deux, quelque part avec sa bague, hein. Il voilà, a une il bague y a, de tête de mort. Pour lui, c'est pas du je tout sais négatif. il y a deux grandes interprétations du Donc, memento souviens-toi que mori. tu vas mourir, hein. Ça, c'est l'une des deux effectivement. Et la deuxième, c'est souviens-toi que tu es déjà en train de mourir. Mhm. Donc il y a une faible nuance, mais pour moi, c'est plutôt la deuxième. Euh, Chaque journée qui passe, tu la récupéreras pas. Quoi qu'il arrive, on a un nombre limité de jours et de semaines et d'années dans nos vies. Ça, c'est une certitude. Si certains te disent, bon, tu as 4000 semaines de potentiel dans ta vie, tu dors pendant, je sais pas, 1000 semaines, je connais pas les calculs. Ouais, ok. Ah non, si demain je me prends un accident de voiture contre un poids lourd, j'aurais pas eu 4000 semaines. Je pense que ça, voilà, ça tout le monde en est conscient aussi, mais tout le monde n'en est pas forcément conscient à 100%. C'est que ta vie peut s'arrêter demain, mais aussi tes capacités physiques, tes capacités cognitives, tes envies, ça peut changer du tout au tout, tes priorités, parce que bah, demain t'es en galère financière monumentale, bah, l'idée d'aller traverser le Groenland, ça te traversera plus tout l'esprit. Peut-être déjà que je commence à payer mes dettes, que le banquier me saisisse pas ma maison, et le Groenland, j'en ai un peu rien à faire. Si demain t'as un parent qui est malade, tu vas plus penser à l'aider, que, en théorie bien sûr, que d'aller faire tes petits voyages à gauche à droite. Mhm. Maintenant, c'est pas une situation à prendre dans le négatif, c'est une situation qui doit te permettre de te rendre compte de la chance que t'as déjà d'avoir vécu ce que t'as vécu, en bien ou en mal, parce que c'est une expérience, et qui doit en tout cas t'astreindre à planifier et à rêver encore plus à ce que tu vas faire demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans. Oui, tu peux très bien, même si tu vas mourir demain, c'est pas grave. Tu
peux quand même faire un plan pendant 10 ans, t'en sais rien. Je sais pas si tu veux mourir demain ou pas. Bah, moi, le Groenland, c'est acté. J'irai traverser le Groenland. Ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être l'année d'après, j'en sais rien. J'irai, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Parce que je sais que c'est précieux et que le temps est compté. Donc, moi, j'ai gravé ça sur ma peau, c'est vraiment... je peux dire pour m'en souvenir, parce que je m'en souviens tous les jours. Mais de temps en temps, j'aime bien regarder ces mots et me rappeler de pourquoi je les ai écrits. Aussi. Ah, ça remet les priorités en ordre. Exactement. Ouais. Ah, j'adore. Et alors, donc, tes projets futurs, on l'a compris, il y a sans doute du Groenland dans l'air. Où est-ce qu'on peut te retrouver, tous ceux qui veulent suivre tes futures aventures? Ah, le sacro-saint Instagram, je pense que c'est le plus pertinent, parce que c'est là où je mets un petit peu tout ce qui s'est passé, et puis en général, c'est là où il y a aussi ce qui va se passer. J'ai mon site internet, qui est plutôt une bibliothèque et un petit compte-rendu de ce que j'ai déjà fait. Donc là, c'est un mélange de mes écrits et de mes photos. Et puis voilà, les deux médias se valent, chacun pour ce qui... D'accord, donc il y a mike.cln pour Insta, et puis alors An Endless Path, donc un chemin infini, pour le site.com. Et ça, je vais évidemment remettre dans les notes pour que ce soit facile à retrouver. Eh bien, un énorme merci, Mike, je me suis régalée, c'était une super Merci à toi, un grand plaisir. Je n'ai qu'une recommandation à vous faire à la fin de cet épisode. Foncez sur le blog de Mike si ce que vous venez d'entendre vous parle, vous ne le regretterez pas. Sur la page de l'épisode, sur storylific.com/Mike-Colin, vous retrouverez des photos, des extraits et des ressources pour aller plus loin, comme par exemple pour découvrir les magnifiques photos de voyage d'Olivier Feulny dont Mike parle dans l'épisode. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux m'aider à planter des arbres avec les oreilles, je t'invite à prendre quelques secondes pour mettre une évaluation au podcast sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aide vraiment à faire ressortir le podcast sur les plateformes et donc à le faire découvrir par d'autres. Tu peux aussi tout simplement en parler autour de toi. Merci à toi qui prendras le temps de le faire. Dans le prochain épisode, on retrouvera quelqu'un que vous aimez beaucoup. Quand je vois les statistiques d'écoute, il s'agit de la reporter cycliste Sophie Plonk. Elle nous revient avec de nouvelles pérégrinations dans les pays baltes, dont elle a tiré un nouveau documentaire et un livre joliment intitulé « Le pays des brumes ». Il s'agit d'un épisode enregistré chez moi où Sophie s'est posée entre deux conférences. Merci à AS Adventure et à la banque CPH pour leur précieux soutien à Storylific et merci à toi pour ton écoute. À bientôt. Ça, c'est en route aussi. J'espère qu'il n'y aura pas d'interférence. Oh, si c'est pas tes des hélicos machin là, c'est moi qui vais me moucher parce que je suis malade comme pas possible. Non, c'est génial. Je risque aussi d'avoir un peu le nez pris, hein, donc on sera peut-être deux. Ah oui, ça va être l'interview des canards. Hein. Mais donc, oui, on va encore parler du Argandervida, tout simplement parce que je suis tellement content d'avoir appris à le dire, tu vois. Faut que je le redise. Réussir à placer Hardangervidda dans une conversation, ça fait toujours quelque chose. Oui. Lequel Tu sais déjà que tu vas t'adresser à un public de connaisseurs. Oui, c'est ça. Donc on va quand même resituer parce que tout le monde ne l'est pas. Mais donc oui, on va quand même retracer Népal, Argan. Ça y est, je l'ai plus.